Je m'appelle Alara Vespé et j'ai 29 ans. Il y a 2 semaines, mon frère aîné a publié une vidéo de présentation de sa toute nouvelle maison pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il traversait chaque pièce en riant, passant ses mains sur les boiseries personnalisées, regardant droit vers la caméra et disant « Tout est à moi ». J'ai immédiatement reconnu les moulures couronnées dans le couloir. C'était la maison que mon père m'avait laissée dans son testament privé, à peine 2 mois avant de mourir. Mon frère s'était introduit par effraction, avait changé les serrures et avait planifié une fête extravagante pour des investisseurs, utilisant mon héritage comme garantie personnelle. J'ai aimé la vidéo et je n'ai rien dit. Ce que mon frère ne savait pas, c'est que mon avocat avait vu la publication avant midi et avait déjà commencé à préparer les documents légaux. Lorsque le shérif s'est présenté à cette porte d'entrée exacte pendant son grand événement, mon frère a appris une leçon très difficile sur ce que coûte le fait de voler une analyste de données. Je travaille comme analyste en recherche opérationnelle dans l'État de Washington. La culture locale est bâtie sur les empreintes numériques et les données concrètes. Nous sommes le jardin des plus grandes entreprises technologiques du monde. Dans mon domaine, j'évalue les risques, j'identifie les défaillances opérationnelles et je prévois les conséquences en utilisant la pure logique. J'ai passé ma vie entière à appliquer ces mêmes principes pour survivre au sein de ma famille profondément dysfonctionnelle. Quand mon père est décédé, je savais que les retombées seraient complexes. Il laissait derrière lui un patrimoine difficile à gérer et des décennies de ressentiments non dits. J'avais prévu les crises de colère et la ruée sur ses actifs. Ce que mes modèles n'avaient pas prédit, c'est que mon frère aîné, Trevor, me remettrait l'instrument précis de sa propre ruine juridique, soigneusement emballé dans une vidéo de 60 secondes en haute définition sur les réseaux sociaux. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre de mon bureau était gris de pluie imminente. J'étais plongé dans des prévisions trimestrielles, mes 2 écrans brillants de feuilles de calcul, quand mon téléphone a vibré sur le bureau en verre. Une notification a clignoté à l'écran. Trevor m'avait identifié, ainsi que plusieurs membres de la famille élargie, dans une nouvelle vidéo. J'ai cliqué sur le lien. Une musique de fond entraînante a commencé, immédiatement suivie par le visage de Trevor. Il portait un pull de marque, une coupe de cheveux fraîche et arborait un sourire suffisant et travaillé. Il se tenait dans le grand hall d'entrée d'une vaste propriété. La caméra s'est déplacée vers le haut, montrant le grand escalier en acajou et le lustre en cristal vintage captant la lumière de l'après-midi. « Regardez ça, tout le monde », a annoncé Trevor, sa voix résonnant dans le grand espace. Le nouveau siège d'Apex Innovation. Papa m'a laissé les clés du royaume. Il est temps d'envoyer cette start-up vers les sommets. Mon pouls n'a pas accéléré. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai simplement regardé l'écran avec le détachement clinique d'un scientifique observant une réaction chimique prévisible. C'était la propriété historique de mon père à Seattle. Le seul problème avec la grande annonce de Trevor était que la maison ne lui appartenait pas. Mon père me l'avait laissée exclusivement. J'ai regardé la vidéo une seconde fois. Mon frère paradis dans une maison où il n'avait aucun droit légal d'entrée, se vantant de sa richesse fraîchement acquise pour impressionner ses abonnés investisseurs en capital risque. Il avait contourné les lois normales de la succession, avait physiquement installé ses affaires à l'intérieur et avait revendiqué un bien de plusieurs millions de dollars. Il supposait que mon habitude de toujours vouloir préserver la paix signifiait que je lui céderais la maison sans combattre. Je ne l'ai pas appelé pour exiger des explications. Je n'ai pas alerté notre mère, Sylvia, qui l'encourageait sans doute depuis les coulisses. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur le bouton de téléchargement. J'ai archivé la vidéo, enregistré les métadonnées, les eurodatages et les balises de localisation. J'ai rassemblé les preuves dans un dossier propre et chiffré. À l'ère numérique, une vantardise publique n'est pas seulement une démonstration de force pour les abonnés. Entre les mains d'une analyste qualifiée et d'un avocat spécialisé, c'est un aveu de violation de propriété d'une valeur criminelle, signé et eurodaté. J'ai joint le dossier à un courriel, j'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu que le piège se referme. Pour comprendre comment un homme de 33 ans se convainc qu'il peut simplement occuper une propriété de plusieurs millions de dollars sans signer un seul document légal, il faut analyser la structure de la famille Vespé. Trevor n'est pas un génie du crime. Il est quelque chose de bien plus dangereux. C'est un entrepreneur charismatique et téméraire qui a lancé et fait faire faillite à 4 startups différentes. La première était un service de livraison de nourriture qui a brûlé son financement initial en un seul mois en vêtements de marque et en fête de lancement somptueuse. La deuxième était une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui n'a jamais vu le jour parce que Trevor s'était aliéné ses principaux développeurs.
Chaque échec était transformé en une histoire de mauvais timing du marché ou de partenaires peu coopératifs. Ma mère, Sylvia, ne jure que par lui. À ses yeux, il a toujours été l'enfant prodige, un visionnaire incompris qui avait simplement besoin d'une opportunité majeure pour changer le monde. J'étais l'analyste invisible, le filet de sécurité désigné. J'ai appris l'algorithme de leur affection très tôt. Les chiffres dictaient ma réalité, mais les émotions dictaient la leur. Quand j'avais 22 ans, Trevor a enroulé une berline de luxe neuve autour d'un lampadaire parce qu'il envoyait un texto à un investisseur potentiel tout en roulant à vive allure sur l'Interstate 5. Il s'en est sorti avec une clavicule froissée. Sylvia a passé une semaine à pleurer de soulagement. À la fin du mois, mes parents avaient financé la location d'un SUV pour qu'ils se sentent en sécurité sur la route. 2 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec la plus haute distinction, en mathématiques appliquées et recherche opérationnelle. J'avais payé mes propres manuels scolaires en travaillant de nuit dans un centre de données. Lorsque je suis monté sur l'estrade pour recevoir mon diplôme, j'ai cherché ma famille dans le public. Sylvia regardait son téléphone. Mon père prenait un appel professionnel. Pendant le dîner de célébration, qui a eu lieu dans un restaurant italien médiocre parce que Trevor avait un problème d'emploi du temps, ma mère m'a tapoté brièvement l'épaule. Elle a passé les 20 premières minutes du repas à se plaindre de la circulation, et l'heure suivante à parler du nouveau projet de Trevor. Elle s'est ensuite penchée sur la table pour me demander si je pouvais passer mon week-end à mettre en forme les projections financières de mon frère. J'ai passé 12 heures à corriger ces feuilles de calcul défectueuses. L'application a fait faillite 6 mois plus tard. Je n'ai jamais reçu de remerciements. Mon père, David Vespé, était un homme complexe. Il avait bâti sa fortune dans l'immobilier commercial, s'appuyant sur des instincts aiguisés et un respect strict des contrats. Pendant des décennies, il a soutenu mon frère. Il signait les chèques qui couvraient les salaires impayés de ses entreprises en faillite. Il réglait les litiges avec les fournisseurs. Il payait pour les appartements de luxe que Trevor jugeait indispensables pour projeter une image de réussite. Mais les données finissent toujours par vous rattraper. Et mon père était avant tout un homme d'affaires. J'ai vu le changement s'opérer au cours des 3 dernières années de sa vie. Son cœur avait commencé à faiblir. Ce déclin progressif l'avait forcé à passer plus de temps dans son bureau à la maison et moins de temps dans les réunions de direction. Un soir de novembre pluvieux, il m'a appelé dans son bureau. L'air sentait le vieux papier et le café amer. Il a poussé une pile de registres financiers de Trevor sur le bureau. Les chiffres montraient un désastre de dépenses négligentes, de frais généraux injustifiés, de budget marketing démesuré et de revenus inexistants. Il m'a regardé, le visage fatigué et usé. Il m'est apparu plus vieux à ce moment-là que je ne l'avais jamais vu. L'énergie vibrante qui avait bâti un empire immobilier avait disparu, remplacée par le fardeau lourd d'un parent réalisant qu'il avait nui à son propre enfant par excès de générosité. Il m'a demandé ce que je voyais. Je lui ai donné une analyse objective. Je lui ai dit que c'était un navire en train de sombrer et que verser plus de capital dans la coque ne ferait que l'entraîner vers le fond. Mon père a lentement hoché la tête. Il n'a pas défendu son fils ce soir-là. Il a simplement fermé le registre et a regardé par la fenêtre la silhouette de Seattle. Il s'était lassé de financer des illusions. Cette prise de conscience silencieuse a préparé le terrain pour ce dont j'ai été témoin lors de ses funérailles il y a 2 mois. Une pluie fine recouvrait l'herbe du cimetière, rendant le sol glissant. Je portais une robe noire simple, me tenant près du bord de la tente. Je préférais rester en périphérie, car cela offrait le meilleur point d'observation. Sylvia s'accrochait au bras de Trevor comme s'il était celui que l'on descendait dans la fosse. Elle portait un voile sombre, jouant le rôle de la veuve dévastée à la perfection, mais son chagrin avait un aspect calculé. Alors que la famille élargie se rassemblait pour la réception dans un hôtel voisin, je les regardais se déplacer parmi les parents et les associés professionnels. Elle guidait mon frère de groupe en groupe, s'assurant que tout le monde remarque sa présence. Trevor avait même invité plusieurs jeunes investisseurs en capital risque aux funérailles, utilisant le rassemblement de personnes fortunées comme une occasion de réseautage. C'était de mauvais goût, mais tout à fait prévisible. Je me tenais près d'un plateau de hors-d'œuvre non touché, buvant de l'eau gazeuse. Je laissais leur voix me parvenir par-dessus la musique de piano douce. J'ai entendu ma mère coincer notre oncle Henri près du bar. Elle parlait dans un murmure théâtral, s'assurant que toute personne se trouvant dans un rayon de 3 mètres puisse l'entendre.
David s'est assuré que notre garçon soit pris en charge, proclamait-elle en serrant un mouchoir froissé. Il savait que Trevor était sur le point de réaliser quelque chose d'historique. Ce magnifique domaine de Seattle sera le siège parfait pour sa nouvelle entreprise technologique. C'est exactement ce que David voulait, un héritage pour son fils. Trevor se tenait à ses côtés, hochant la tête solennellement, jouant le rôle de l'héritier responsable. Il acceptait les condoléances d'un côté et distribuait des cartes de visite élégantes de l'autre. Il croyait sincèrement à cette version des faits. Il avait été nourri d'éloges immérités pendant 33 ans. Pourquoi douterait-il que le joyau du patrimoine de notre père lui revienne naturellement? Je les ai regardés planifier un avenir entièrement bâti sur des suppositions. Je n'intersuis pas. Je n'ai pas corrigé ma mère ni pris mon oncle à part pour rétablir la vérité. Dans ma profession, on n'interrompt pas un adversaire lorsqu'il calcule sa stratégie sur des données erronées. On le laisse commettre l'erreur. Je suis restée silencieuse parce que je détenais une variable qu'il n'avait pas prise en compte. Je savais que mon père aimait Trevor, mais je savais aussi que son amour s'était finalement dissocié de son portefeuille. Avant que son cœur ne lâche, mon père avait fait un choix discret et définitif. Il avait contourné les théâtres familiaux, ignoré le lobbying incessant de ma mère et organisé ses affaires avec la précision clinique d'un homme tentant de corriger les erreurs de toute une vie. Il avait pris une décision conçue pour ébranler la hiérarchie même que Sylvia avait passé des décennies à imposer. Les funérailles se sont terminées et les invités se sont dispersés sous l'après-midi gris de Washington. Sylvia et Trevor sont retournés dans leur appartement de luxe loué, préparant déjà des plans pour les rénovations du domaine. Je suis rentré chez moi, j'ai suspendu ma robe noire dans le placard et j'ai attendu. Je savais ce qui allait arriver car j'avais déjà reçu l'appel téléphonique. La machine juridique était déjà en marche. 3 jours après avoir enterré mon père, alors que mon frère était occupé à planifier l'aménagement d'une maison qui ne lui appartenait pas, j'ai reçu une invitation de Mitchell Lawson. C'était le principal avocat spécialisé dans la succession de mon père. C'était une convocation pour une réunion à huis clos, une réunion à laquelle ni ma mère ni mon frère n'étaient invités. 3 jours après nous être tenus dans l'herbe humide du cimetière, je me suis retrouvé au 42e étage d'une tour de verre et d'acier dans le centre-ville de Seattle. La pluie battait les grandes fenêtres, masquant la vue sur Elliott Bay. J'étais assise dans le bureau soigné de Mitchell Lawson. Mitchell était l'avocat de mon père depuis 2 décennies. C'était un homme tout en costume de laine sur mesure et en silence calculé. Il ne proposait pas de paroles de sympathie creuse. Il s'appuyait sur les faits. C'était pour cela que mon père lui faisait confiance, et c'était pour cela que je ressentais un calme rare en face de lui. Mitchell a ouvert sa mallette en cuir et en a extrait un dossier Kraft scellé. Il l'a posé sur la surface de son bureau en acajou. Il a laissé sa main reposer dessus un court instant avant de le faire glisser vers moi. Votre père voulait que cela soit géré en privé, Alara, a-t-il dit, sa voix posée et professionnelle. Il savait que le contenu de ce document provoquerait une rupture importante, et il m'a donné instruction de vous le présenter avant d'en informer le reste de la famille. J'ai brisé le seau de cire. Le papier épais à l'intérieur décrivait la répartition finale des biens de mon père. J'ai lu les clauses avec la même rigueur que j'appliquais à la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Le document était une révélation structurée pour empêcher toute contestation judiciaire légitime tout en portant un coup dévastateur à la hiérarchie familiale. Mon père avait laissé la grande majorité de ses liquidités, ses comptes d'investissement, ses fonds communs de placement et ses réserves de trésorerie entièrement à ma mère. Sylvia n'aurait plus jamais à travailler de sa vie. Elle pouvait conserver son adhésion au club de golf, ses voitures de luxe et son mode de vie sans interruption. En assurant son confort financier, mon père neutralisait toute contestation qu'elle pourrait faire concernant des difficultés financières. Mais l'immobilier était traité différemment. Les propriétés commerciales devaient être liquidées et les bénéfices versés dans une fiducie irrévocable distribuant de modestes rentes mensuelles à Trevor. Le versement était plafonné, empêchant mon frère d'accéder à d'importantes sommes d'argent pour financer ses startups vouées à l'échec. C'était une pension de subsistance, pas un fonds de guerre. Puis venait le portefeuille résidentiel. Mes yeux se sont arrêtés sur la clause 4, le domaine de Seattle. Cette propriété était le joyau des possessions de mon père. Il avait acheté cette maison historique au début de sa carrière et avait passé des années à restaurer minutieusement les rampes en chêne sculptées à la main, les vitraux d'origine et les grands jardins en terrasse. Elle se situait sur un terrain de plus d'un demi-acre très recherché,
dans un quartier où les milliardaires de la technologie se livraient régulièrement à d'importantes batailles d'enchères. La propriété était entièrement payée, ne portait aucune dette et avait une valeur marchande évaluée à 2,4 millions de dollars. Le texte juridique était sans ambiguïté. Le domaine de Seattle m'était légué de manière exclusive et entière. J'ai levé les yeux des pages. Mitchell me regardait, attendant que je réalise la situation. J'avais anticipé de recevoir une fraction d'un fonds de placement, ou peut-être rien du tout, compte tenu des demandes incessantes de ma mère en faveur de Trevor. Recevoir l'actif immobilier principal de la famille était un changement de pouvoir étonnant. Glissé derrière les documents juridiques se trouvait une enveloppe plus petite portant mon nom de l'écriture anguleuse de mon père. Je l'ai ouverte. C'était une lettre personnelle datée de 6 mois avant son décès. J'ai reconnu la date. C'était exactement une semaine après que je m'étais tenu dans son bureau pour lui dire la vérité sur le dernier désastre financier de Trevor. Mon père utilisait cette lettre pour confesser ses plus profonds regrets. Il écrivait avec une honnêteté brute qu'il n'avait jamais réussi à exprimer de vive voix. Il avouait que son désir d'être un parent de soutien s'était transformé en un modèle toxique de complaisance. Il reconnaissait qu'en signant constamment des chèques pour couvrir les échecs de Trevor, il avait privé son fils de la capacité de survivre dans le monde réel. Il avait protégé Trevor des conséquences de ses actes. Et ce faisant, il l'avait privé de toute opportunité de croissance réelle. J'ai lu les lignes en suivant les traits d'encre appuyés. « Tu es la seule à respecter ce qu'il faut pour bâtir des fondations solides », écrivait mon père. « Tu comprends que la valeur se mérite, elle ne s'exige pas. J'ai passé des décennies à essayer de construire un filet de sécurité pour ton frère. Mais je n'ai réussi qu'à construire un piège. Je ne le laisserai pas démanteler la maison que j'ai bâtie de mes propres mains pour financer une autre illusion. La maison est à toi, protège-la. » Un nœud s'est formé dans ma poitrine, mais je suis resté de marbre. Mon père avait enfin vu les données clairement. Il avait validé les sacrifices silencieux que j'avais faits pendant que mon frère dévorait les ressources de la famille. Mitchell m'a laissé un moment pour assimiler la lettre avant de ramener la conversation sur la réalité pratique. Ce testament est inattaquable, a expliqué Mitchell, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Cependant, il entre actuellement dans le processus d'homologation. La loi de l'État de Washington impose des délais spécifiques pour la notification des créanciers et la vérification des actifs. Le transfert effectif du titre de propriété à votre nom prendra quelques semaines, jusqu'à ce que le tribunal valide formellement l'autorisation de l'exécuteur testamentaire. La propriété est temporairement dans une période de transition juridique. J'ai analysé cette contrainte de temps. Quelques semaines représentaient une période de vulnérabilité. Comment gérons-nous Sylvia et Trevor dans l'intervalle, ai-je demandé. Mitchell a joint les mains. J'ai approuvé son analyse. En gestion des risques, contenir les variables instables est essentiel. Conserver l'information était la décision la plus stratégique pour empêcher Sylvia d'utiliser son chagrin pour me pousser à abandonner le bien avant même qu'il ne soit officiellement enregistré. J'ai remercié Mitchell, j'ai replacé les documents dans le dossier et j'ai pris l'ascenseur pour redescendre vers la rue humide. J'ai ressenti un sentiment profond d'accomplissement en marchant vers ma voiture. Mon père m'avait fait confiance. J'avais l'intention d'honorer cette confiance en suivant les conseils de Mitchell à la lettre. Je resterai silencieuse, j'irai travailler et j'attendrai que l'administration traite mon héritage. Mais ce silence stratégique reposait sur une supposition essentielle. Il supposait que mon frère attendrait lui aussi la conclusion des procédures juridiques. Il supposait qu'un homme de 33 ans, poussé par des décennies de droits acquis injustifiés et un besoin urgent d'impressionner ses pairs investisseurs, respecterait les limites d'un domaine en cours de succession. J'avais sous-estimé l'ampleur de son arrogance. Pendant que j'étais assise dans un bureau d'avocat à examiner des statuts juridiques, Trevor fonctionnait sur un tout autre plan. Il n'avait aucune notion du droit successoral, des titres de propriété ou des droits d'exécuteur. Dans son esprit, le décès de mon père était simplement l'ouverture d'un coffre-fort qu'il pensait déjà posséder. Il n'était pas disposé à attendre des avocats. Il n'était pas disposé à attendre la loi. Et comme je l'allais découvrir moins de 24 heures plus tard, il avait déjà décidé d'ignorer la réalité pour revendiquer son bien de la manière la plus publique qui soit. La notification est arrivée à exactement 13h15 un jeudi. J'étais assise à mon bureau au 20e étage de l'immeuble de mon entreprise, observant la pluie fine et grise qui tombait sur le centre-ville de Seattle.
Mes deux écrans affichaient un algorithme de chaîne d'approvisionnement que j'avais affiné toute la matinée. La tâche consistait à identifier les points faibles d'un réseau de transport mondial et à prévoir les répercussions de retard potentiels. C'était un travail de logique méticuleux. Je m'épanouis dans les environnements où les variables peuvent être isolées et contrôlées. Soudain, l'écran de mi téléphone s'est allumé, brisant le calme de mon après-midi. C'était une notification de réseau social. Trevor avait identifié toute notre famille élargie dans une nouvelle publication vidéo. J'ai observé l'écran brillant pendant plusieurs secondes avant de déverrouiller l'appareil. Une musique entraînante familière a commencé à résonner. La caméra s'est stabilisée et Trevor est apparu à l'image. Il portait un pull ajusté de marque et affichait un sourire assuré qui plissait le coin de ses yeux. Il a levé la caméra pour révéler son environnement. Mon souffle s'est coupé, bien que ma posture soit restée rigide et immobile. Derrière lui se trouvaient les portes doubles en chêne sculptées à la main de la propriété historique de mon père. Le vitrail projetait des lumières colorées sur le parquet d'origine. « Regardez ça, les amis », a annoncé Trevor, sa voix forte résonnant contre les hauts plafonds. Le nouveau siège social. Papa m'a laissé les clés du royaume. Il est temps d'envoyer cette start-up vers les sommets. Il a tourné la caméra pour montrer le grand hall d'entrée, veillant à mettre en valeur les moulures personnalisées et le grand escalier en acajou. L'arrogance tranquille qui émanait de ses paroles était stupéfiante. Il parlait avec la fierté injustifiée d'un homme s'attribuant une victoire à laquelle il n'avait aucunement contribué. Puis l'image s'est déplacée pour révéler sa femme, Jessica. Jessica était une ancienne blogueuse mode qui avait épousé Trevor 3 ans plus tôt. Elle l'avait rencontré lors d'un événement de réseautage select, séduite par ses costumes sur mesure et ses promesses de fortune technologique imminente. Elle vivait pour la reconnaissance en ligne, se créant une image virtuelle bâtie sur l'illusion de la richesse. Dans la vidéo, Jessica se tenait près de l'arche de ce qui était autrefois le bureau privé de mon père. Elle tenait un smoothie vert d'une main et s'exprimait avec de grands gestes de l'autre. « Cet espace sera parfait », disait-elle dans le micro, rejetant ses cheveux en arrière. « Nous allons retirer toutes ces vieilles bibliothèques sombres pour installer mon nouveau studio de yoga. La lumière naturelle ici est phénoménale. Nous nous approprions enfin les lieux. » Mes yeux se sont plissés alors que je me concentrais sur l'arrière-plan de l'image. À travers le prisme clinique d'une analyste, j'ai cessé d'écouter leur voix pour analyser l'environnement à la recherche d'indices. Derrière Jessica, empilés contre les boiseries anciennes, se trouvait une douzaine de cartons de déménagement en carton épais. Un diable de transport professionnel était garé près de l'escalier. Lorsque Trevor a ramené la caméra vers l'entrée, la lumière du soleil a fait briller le laiton neuf sur les portes d'entrée. Les verrous étaient neufs. La vérité s'est imposée à mon esprit avec une clarté limpide. Ce n'était pas une simple visite non autorisée. Il n'avait pas seulement franchi le portail de sécurité pour filmer une courte vidéo promotionnelle. Trevor et Jessica avaient engagé des serruriers, percé les serrures d'origine, installé de nouveaux verrous et transporté physiquement leurs effets personnels dans la résidence. Ils occupaient la propriété. Ils s'étaient installés dans une maison sur laquelle ils n'avaient aucun droit légal, contournant les lois strictes sur les successions de l'État de Washington pour s'emparer par la force d'un bien qu'ils estimaient mériter. La motivation derrière cette occupation téméraire était évidente pour quiconque connaissait le milieu des startups locales. Dans le secteur technologique très compétitif de Seattle, la perception crée le capital. Les investisseurs providentiels et les investisseurs en capital risque reçoivent des projets chaque jour. Ils recherchent des signaux de stabilité, de richesse et de faible risque avant de s'engager financièrement. Le dernier projet de logiciel de Trevor perdait de l'argent et peinait à attirer le moindre soutien sérieux. En filmant son matériel promotionnel à l'intérieur d'un grand domaine historique, il créait une illusion d'importance. Il utilisait mon héritage comme un décor de théâtre. La vidéo était conçue pour projeter l'image d'un fondateur de technologie fortuné et soutenu par des actifs familiaux importants. Si les investisseurs potentiels croyaient que Trevor possédait cette propriété, ils le verraient comme un investissement sûr. Il utilisait les fondations que mon père avait construites pour tromper les investisseurs et obtenir un financement pour une entreprise vide. Trevor a ramené la caméra vers son visage pour conclure la vidéo. Il s'est approché de l'objectif, son sourire se transformant en une moue moqueuse. « Je sais que certains dans cette famille pensaient que je ne réussirais jamais », a-t-il dit en riant, d'un ton dur qui m'a ramené à notre enfance. Mais les visionnaires prennent ce qui leur appartient.
Je refuse de gâcher mon potentiel dans un bureau ennuyeux à faire des calculs pour quelqu'un d'autre. Suivez-nous, tout le monde. Ce n'est que le début. La vidéo a recommencé avec sa musique entraînante. J'ai cliqué sur l'écran pour mettre la lecture en pause. Le silence de mon bureau est revenu, seulement troublé par le crépitement de la pluie contre la vitre. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai pas cédé à l'envie de pleurer ou de crier. Les réactions émotionnelles consomment de l'énergie et n'offrent aucun avantage tactique. Au lieu de cela, je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai analysé l'événement à travers le prisme froid et rationnel de l'évaluation des risques. Trevor pensait que sa déclaration publique était une victoire. Il pensait qu'en revendiquant le terrain devant ses pairs et notre famille élargie, il m'intimiderait. Il supposait que j'éviterais l'embarras d'une confrontation publique et que je le laisserais faire, tout comme mes parents l'avaient fait toute sa vie. Il n'avait pas réalisé la faille majeure de sa stratégie. En diffusant ses actions sur une plateforme publique, il avait supprimé toute ambiguïté sur ses intentions. Il avait fourni un enregistrement visuel horodaté de son délit. Les nouveaux verrous prouvaient l'effraction. Les cartons de déménagement prouvaient l'occupation non autorisée. Ses propos prouvaient son intention d'utiliser un bien volé pour un gain commercial. L'audace de leurs actions méritait un moment de réflexion. Mon père avait passé 30 ans à entretenir cette maison. Il avait poncé ses portes de chêne lui-même. Il avait passé ses week-ends à restaurer les boiseries de ce bureau même que Jessica prévoyait de vider pour en faire un studio de yoga. Il traitait son héritage comme un marchepied jetable. Le manque de respect était total, mais laisser ce sentiment obscurcir mon jugement n'aurait fait que nuire à ma réaction. J'ai cliqué sur l'écran et regardé la vidéo une seconde fois. J'ai mémorisé la disposition des cartons, la marque des nouveaux verrous et les déclarations spécifiques qu'il faisait au sujet de la propriété. J'ai mis de côté la douleur de ces moqueries pour ne conserver que les preuves exploitables. Mon frère m'avait remis des aveux méticuleusement documentés, diffusés à un large public et livrés directement sur mon bureau. La surprise initiale a disparu, remplacée par une concentration constructive. J'ai posé mon téléphone sur le bureau, j'ai ramené mon attention sur mon clavier et je me suis préparé à démonter son illusion. J'ai ouvert un nouveau dossier sécurisé sur mon disque dur chiffré. Je l'ai nommé avec la date et le nom de mon frère. J'ai utilisé un outil logiciel spécifique pour télécharger la vidéo directement depuis l'application, en m'assurant que le fichier conserve toutes ses métadonnées d'origine. J'ai pris des captures d'écran en haute résolution de moments précis. Une capture d'écran montrait les nouveaux verrous en laiton. Une autre isolait les cartons de déménagement en arrière-plan. Une troisième capturait Jessica debout dans le bureau de mon père, déclarant leur intention de modifier l'architecture de la maison. J'ai rassemblé ces images dans une chronologie claire. J'ai croisé l'heure de publication de la vidéo avec les registres publics de la succession de mon père. Les preuves étaient irréfutables. J'étais analyste et mon frère venait de me fournir les données les plus complètes pour prouver sa culpabilité. Il avait voulu utiliser les réseaux sociaux pour élever son statut, ignorant que ce même univers numérique exige une responsabilité stricte. J'ai fini d'organiser le dossier, ressentant une détermination froide. Les données étaient collectées. Les variables étaient isolées. Le piège était prêt à être posé. La plupart des personnes dans ma situation auraient cédé à une colère immédiate. Un frère ou une sœur trahie de la sorte aurait quitté son travail, traversé la ville pour se rendre à la propriété et frapper du poing contre ces nouveaux verrous en laiton. Il se serait lancé dans une dispute sur le porche, exigeant des explications de la part d'un frère qui se nourrit du chaos. Ce type de confrontation prévisible n'apporte rien d'autre qu'une fatigue émotionnelle et offre à l'adversaire la réaction exacte qu'il recherche. Je ne fonctionne pas ainsi. Je suis analyste et j'ai appris à voir l'instabilité comme une faille. Je m'appuie sur des faits tangibles plutôt que sur des éclats de voix. Je traite une trahison personnelle de la même manière qu'une défaillance critique dans une chaîne d'approvisionnement globale. J'isole la variable, je rassemble les données brutes et je construis une réponse imparable. Je gardais une respiration régulière alors que mes doigts s'activaient sur mon clavier. J'ai sauvegardé la vidéo originale sur un disque dur sécurisé. J'ai utilisé des outils spécifiques pour extraire les métadonnées du fichier, enregistrant les horodatages exacts, les coordonnées géographiques intégrées et la signature numérique de l'appareil utilisé pour mettre le contenu en ligne. Chaque élément d'information confirmait sa présence physique dans ma maison. Mon analyse ne s'est pas arrêtée à mon frère. J'ai ouvert un autre onglet et j'ai navigué vers le profil de sa femme, Jessica.
Elle avait toujours été le maillon faible de leur sécurité, poussée par un besoin insatiable de reconnaissance en ligne. Jessica avait grandi en cherchant l'attention, s'appuyant sur des images soignées pour masquer un manque de consistance. Elle avait épousé Trevor parce qu'il lui promettait une vie de luxe. Et elle encourageait ses pires élans en validant ses illusions de grandeur. Comme je m'y attendais, son profil présentait une nouvelle série de vidéos temporaires. Dans la première séquence, elle se tenait au milieu du salon d'origine, utilisant un cutter pour ouvrir un grand carton de déménagement. Elle regardait la caméra et prononçait les mots exacts dont j'avais besoin, nous venons de changer les serrures, nous nous approprions enfin les lieux. J'ai relancé la vidéo, laissant ces paroles compromettantes m'apporter les preuves nécessaires. Elle montrait les nouvelles clés brillantes, les agitant devant l'écran comme un trophée. Elle souriait, du sourire vide de ceux qui croient que la réalité se construit uniquement par l'audience sur les réseaux sociaux. J'ai continué à surveiller ses publications. Dans la séquence suivante, elle passait son téléphone sur les boiseries en chêne que mon père avait restaurées. Elle se plaignait de ce bois ancien trop sombre, exposant ses projets immédiats de peindre par-dessus ce travail artisanal historique avec un blanc moderne pour son studio de yoga. Elle décrivait son intention de modifier de façon permanente une propriété qui ne lui appartenait pas. J'ai téléchargé chaque élément de ses publications, enregistrant le son, l'image et les données de localisation, confirmant qu'elle participait activement à l'effraction. Dans de nombreuses juridictions, un conflit de propriété entre parents peut se transformer en une dispute longue basée sur des témoignages contradictoires. La partie adverse pourrait prétendre qu'elle avait une autorisation verbale ou qu'elle venait simplement faire des travaux d'entretien. Mais nous vivons dans l'État de Washington. Dans cet univers technologique, les tribunaux traitent les preuves numériques vérifiées comme des vérités indiscutables. Les juges ici président des affaires impliquant les plus grandes entreprises de logiciels du monde. Ils maîtrisent parfaitement l'analyse numérique. Ils n'acceptent pas de vagues excuses face à des métadonnées et des aveux vidéo non modifiés. Mon frère et sa femme venaient de documenter publiquement leurs propres délits. Ils m'avaient remis un dossier complet emballé dans les filtres d'un vlog de mode de vie. J'ai organisé les vidéos extraites, les captures d'écran, les enregistrements audio et la chronologie détaillée dans un seul dossier numérique chiffré. J'ai veillé à croiser les métadonnées des publications de Jessica avec les horodatages du message original de Trevor, établissant une chronologie claire de leur entrée par effraction et de leur occupation. J'ai ouvert ma messagerie et rédigé un message pour Mitchell Lawson via le portail juridique sécurisé de la succession. J'ai évité tout langage émotionnel. La colère n'a aucun poids devant un tribunal. Seuls les faits comptent. Mon message était bref et précis. Veuillez examiner les fichiers ci-joints. Ils contiennent les preuves d'une violation de propriété, d'une modification non autorisée de biens immobiliers et de dégradation volontaire. Merci de m'indiquer les mesures juridiques immédiates. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai regardé la barre de progression se remplir jusqu'à ce que les fichiers soient transférés sur son serveur. La charge de la preuve était désormais en sécurité sous le sceau du secret professionnel. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour obtenir une réponse. Mitchell Lawson travaille avec la même efficacité qui caractérisait les affaires de mon père. Mitchell m'a appelé sur mon téléphone portable moins de 10 minutes plus tard. Quand j'ai répondu, son ton mêlait incrédulité professionnelle et concentration juridique. Alara, a-t-il commencé d'une voix tendue. Je regarde les fichiers que tu viens d'envoyer. Je pratique le droit des successions à Seattle depuis 30 ans, et je n'ai jamais vu quelqu'un fournir de lui-même au tribunal des aveux aussi parfaits et incontestables. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, observant la pluie fine de Seattle. Ils se sont filmés en train d'occuper la maison et ont admis avoir changé les serrures, ai-je dit pour confirmer le contenu du dossier. Mitchell a laissé échapper un rire bref. Ils nous ont tendu la corde, Alara, a-t-il dit, la satisfaction évidente dans sa voix. Maintenant, nous les laissons faire le nœud. Il a poursuivi en détaillant les implications juridiques de leur publication. Il a expliqué qu'en changeant les serrures et en installant des meubles, il tentait d'établir une occupation de fait, ce qui, dans certaines situations, pourrait imposer une longue procédure d'expulsion. Cependant, leurs propres propos annulaient toute idée de malentendu. Jessica montrant les clés et Trevor se vantant de s'approprier le siège social prouvaient la préméditation. Ce n'étaient pas des invités perdus. C'étaient des occupants hostiles cherchant à s'approprier un bien pour obtenir des garanties financières frauduleuses. Nous avons terminé l'appel en convenant de nous rencontrer le lendemain matin pour finaliser notre réaction et saisir le tribunal.
Le piège légal était posé et le mécanisme était prêt à s'enclencher. J'ai fermé mon ordinateur, ressentant une satisfaction froide. J'ai rangé mes affaires et pris l'ascenseur pour descendre dans le hall, traversant les embouteillages du soir l'esprit clair et concentré. Je pensais qu'une soirée calme dans mon appartement me permettrait de me préparer à la tempête à venir. Je supposais que mon frère passerait la nuit à fêter sa victoire imaginaire, ignorant que la justice se déplaçait en silence contre lui. Mais la tension ne faisait que commencer à monter, et mon silence allait provoquer une réaction vive. Mon refus de réagir avait perturbé l'équilibre fragile de notre dynamique familiale, poussant l'architecte de l'arrogance de Trevor à se manifester. Mon silence agissait comme un révélateur. Quand un système prévisible rencontre une pause inattendue, ses éléments les plus instables ont tendance à surréagir. En refusant de répondre à Trevor en ligne la veille, j'avais créé un vide. Ma mère, Sylvia, s'était empressée de le combler. Elle partait du principe que mon absence de réaction immédiate équivalait à une soumission silencieuse. Dans son esprit, j'avais déjà accepté mon rôle de sœur effacée, m'écartant pour que le fils prodige puisse savourer sa gloire imméritée. Le lendemain matin s'est levé sous la grisaille habituelle du nord-ouest du Pacifique. La pluie battait les vitres de mon appartement. J'étais en train de boire un café noir et d'analyser des algorithmes de gestion des risques quand mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine. L'écran affichait le nom de Sylvia. J'ai laissé sonner 3 fois. J'ai régulé ma respiration, passant de la posture de fille à celle d'analyste. J'ai pris l'appel. Sylvia n'a pas hésité. Sa voix a résonné, empreinte d'une douceur calculée qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait obtenir une faveur déraisonnable. C'était exactement le même ton qu'elle avait employé il y a 20 ans pour me persuader de lui donner l'argent de mon anniversaire afin que Trevor puisse s'acheter une nouvelle console de jeu. Comprendre Sylvia, c'est comprendre l'art de la manipulation émotionnelle. Ma mère n'avait jamais travaillé en dehors de la maison. Toute son identité reposait sur la réussite et le statut social de son mari et de son fils. Elle considérait mon père comme la banque et Trevor comme son chef-d'œuvre. J'étais simplement un personnage secondaire. Lorsque j'avais remporté le concours scientifique de l'État au lycée, elle s'était plainte que le trajet pour la cérémonie de remise des prix empiétait sur l'entraînement de football de Trevor. Lorsque j'avais décroché mon poste actuel dans une entreprise de données réputée, elle m'avait demandé si ma société recrutait des cadres, espérant que je pourrais accélérer une candidature pour mon frère. Sa vision du monde était une hiérarchie stricte où la réussite des femmes passait après le potentiel des hommes. Aujourd'hui, son chef-d'œuvre était en difficulté. Trevor avait épuisé tous les appuis, tous les contacts et tout l'argent que mon père lui avait alloué de son vivant. Sylvia voulait absolument maintenir l'image de la famille riche et prospère. Elle avait besoin que cette maison soit le point d'ancrage qui empêche Trevor de sombrer. Alara, ma chérie, a-t-elle commencé en accentuant chaque mot avec une affection feinte. Je sais que tu as vu la magnifique vidéo de Trevor. Il avance si vite, il fait la fierté de ton père. Son énergie est incroyable. J'ai gardé ma voix parfaitement neutre et plane. J'ai vu la vidéo, Sylvia. C'est bien. Elle a continué, absolument pas dérangée par ma froideur. Elle considérait mon détachement comme un obstacle mineur qu'elle pouvait surmonter sans effort. Son absence d'empathie était un élément structurel de sa personnalité. Elle possédait une capacité étonnante à réécrire la réalité sur le moment. Trevor organise une grande pendaison de crémaillère et une présentation pour les investisseurs vendredi soir prochain. Il réunit les principaux investisseurs de la ville. Ce sera le tournant de sa carrière. Je l'écoutais décrire ses projets. Trevor préparait une mise en scène importante. Il avait besoin que ses investisseurs croient qu'il possédait un actif immobilier important et libre de dettes. Une propriété historique à Seattle offre une image de stabilité patrimoniale. Les investisseurs étudient la solidité financière avant de financer des startups technologiques risquées. Trevor avait besoin qu'il le voie dans ce grand hall d'entrée avec un verre de bourbon de marque pour s'éviter des vérifications approfondies. Mais une illusion ne suffit pas lorsque l'on a besoin de réelles garanties bancaires. Sylvia a soupiré, adoptant un ton complice. Le problème, ma chérie, c'est que ces investisseurs veulent voir de réelles garanties. Trevor a besoin d'utiliser la maison comme garantie pour son prêt commercial principal. La banque exige des titres de propriété clairs. J'ai donc appelé Mitchell Lawson ce matin. Mes doigts se sont serrés sur ma tasse de café. Elle avait contacté l'avocat de mon père.
J'ai dit à Mitchell de rédiger un acte de renonciation pour que tu le signes, a déclaré Sylvia, formulant cette demande exorbitante avec la même légèreté que s'il s'agissait de me demander de prendre du lait à l'épicerie. C'est juste pour lever les détails administratifs. Nous avons besoin que tu participes à l'effort collectif, Alara. Nous avons besoin que tu préserves la paix de la famille. J'ai analysé l'audace de sa demande. Un acte de renonciation est un instrument juridique utilisé pour transférer rapidement des droits sur un bien immobilier. Il n'offre aucune garantie. Il transmet simplement les droits du signataire au bénéficiaire. Dans le domaine de l'immobilier, demander à quelqu'un de signer un tel acte pour un bien de plusieurs millions de dollars sans compensation est un vol financier caractérisé. Sylvia exigeait que je finance ma propre exclusion. Elle voulait que j'abandonne la décision finale de protection que mon père avait prise à mon égard afin que Trevor puisse utiliser la valeur de la maison pour financer des réceptions, des vêtements de marque et des bureaux luxueux pour une entreprise qui ne produisait rien de concret. Les investisseurs que Trevor cherchait à convaincre étaient avisés. S'il ne remboursait pas un prêt commercial garanti par ma maison, la banque la saisirait. La maison historique que mon père aimait tant serait vendue aux enchères pour payer les dettes d'un inconscient. De plus, son affirmation selon laquelle elle avait ordonné à Mitchell Lawson de rédiger le document montrait une méconnaissance totale des règles. Mitchell représentait la succession. J'étais la bénéficiaire désignée. Sylvia n'avait aucune autorité légale pour lui demander de rédiger un transfert de propriété pour un bien qui ne lui appartenait pas. Elle comptait uniquement sur mon habitude de céder sous sa pression. Elle supposait que je me rendrais sagement au bureau de l'avocat, que je signerais le papier et que je retournerais dans mon coin. Le café dans ma tasse avait refroidi. Le temps de l'observation était terminé. Je ne signerai aucun acte de renonciation, ai-je déclaré calmement. La ligne est devenue d'un silence absolu. La douceur feinte a disparu instantanément, remplacée par un vide glacial. Quand Sylvia a réalisé que la méthode douce avait échoué, elle a immédiatement changé de ton. Le changement a été soudain et violent. « Pardon » a-t-elle sifflé. Le masque maternel s'est brisé, révélant la colère sous-jacente. J'ai articulé ma réponse lentement pour m'assurer qu'il n'y ait aucun malentendu. Je ne renonce pas à ma propriété. Je ne signerai pas d'acte de renonciation pour faciliter un prêt commercial pour une start-up en difficulté. La maison reste à mon nom. Le ton de Sylvia est devenu purement hostile. Espèce de fille égoïste et ingrate. Ton frère est sur le point d'obtenir des millions de financements. Il essaie de bâtir un empire pour cette famille. Ton père serait dégoûté par ta jalousie mesquine. Tu as un salaire confortable. Tu n'as pas besoin de cette maison. Trevor en a besoin. Je l'ai laissé proférer ses insultes sans l'interrompre. Dans tout conflit, la partie qui perd le contrôle de ses émotions perd son avantage stratégique. Sylvia révélait son jeu. Elle ne me voyait pas comme une fille, mais comme un obstacle sur le chemin de la réussite imméritée de son fils. J'ai dit à Mitchell de préparer le document, a craché Sylvia, la voix tremblante de colère. Tu iras à son bureau. Tu le signeras. Si tu gâches cette chance pour lui, tu n'existes plus pour cette famille. Tu m'entends? Tu seras à cette fête vendredi prochain pour le soutenir, sinon. La menace était lourde. Tu n'existes plus pour cette famille. C'était une phrase conçue pour terrifier un enfant en quête d'affection maternelle. Mais j'avais cessé de chercher son affection depuis des années. J'avais analysé notre relation et conclu que son amour était conditionnel, intéressé et finalement sans valeur. Ne plus exister pour une famille qui vous considère comme une ressource jetable n'est pas une punition. C'est une libération. Plus important encore, Sylvia venait de commettre une erreur tactique majeure. Dans sa colère, elle m'avait fourni une date précise. Elle avait tracé une limite et établi une échéance claire. La grande présentation de Trevor aux investisseurs était prévue pour vendredi soir prochain. Ils mettaient toute leur confiance mal placée dans cet événement unique. Ils prévoyaient de rassembler les figures les plus influentes de la technologie de Seattle sous mon toit pour célébrer une imposture. Je te comprends parfaitement, Sylvia, ai-je répondu. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Mon cœur battait régulièrement. Les données du conflit avaient changé. Il ne s'agissait plus seulement d'expulser discrètement un occupant sans droit. Ma mère avait transformé la situation en un affrontement direct sur l'héritage de mon père.
Elle exigeait ma présence à la fête pour servir de faire-valoir silencieux, montrant l'image d'une famille unie et unie derrière la réussite de Trevor. Elle me voulait sur place. Elle exigeait ma présence. J'ai décidé à cet instant de répondre à sa demande. J'assisterai à la pendaison de crémaillère du vendredi soir, mais je ne serai pas la sœur soumise qu'ils attendaient. J'ai pris mes clés et je suis sorti sous le matin humide de Seattle. L'air était frais et vif. J'ai marché vers ma voiture avec une détermination nouvelle. J'avais passé mon enfance à me faire toute petite pour éviter la colère de Sylvia. J'avais passé mon adolescence à me taire pendant que Trevor profitait de récompenses non méritées. J'avais passé le début de ma vie d'adulte à analyser les systèmes, à apprendre comment ils échouent et comment les consolider. Mon père m'avait laissé cette propriété parce qu'il connaissait ma force. Il savait que j'étais la seule capable de faire face à la tempête à venir. Sylvia pensait que sa menace était la fin de la discussion. Elle pensait que me menacer d'exclusion me ferait plier. Elle n'avait pas calculé que les liens étaient rompus depuis longtemps et que sa menace était simplement le dernier fil qui me libérait. L'échéance était fixée. Le décor était posé. J'ai démarré le moteur de ma voiture et je me suis inséré dans la circulation dense de la ville. Je me dirigeais vers le bureau de Mitchell Lawson pour préparer la phase suivante. Les pièces se mettaient en place, et la grande pendaison de crémaillère de mon frère allait bientôt devenir le théâtre d'un tout autre événement. J'ai traversé les rues humides du centre-ville de Seattle avec précision. La pluie avait redoublé d'intensité, enveloppant la ville d'une lumière grise, mais à l'intérieur de ma berline, l'atmosphère était calme. Je repensais à la voix de ma mère, analysant ces menaces non comme des blessures, mais comme des erreurs tactiques. Sylvia avait toujours cru que le volume sonore et l'intimidation pouvaient l'emporter sur la réalité. Elle pensait sincèrement pouvoir obtenir le transfert d'un domaine de plusieurs millions de dollars simplement en haussant le ton et en me menaçant d'exclusion. Je me suis garé dans le parking souterrain de la tour où exerçait Mitchell Lawson. Le trajet en ascenseur jusqu'au 42e étage a été rapide. Je suis entré dans la réception calme, j'ai ignoré les salons d'attente et je me suis dirigé vers son bureau. Mitchell m'attendait déjà. Son assistante m'a fait signe d'entrer. L'avocat était installé à son bureau, examinant de nouveaux documents juridiques. Il a levé les yeux, affichant une expression de préparation professionnelle. J'ai évité les salutations d'usage. Je me suis approché de son bureau et j'ai posé mon téléphone portable sur la surface de bois verni. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec Sylvia, ai-je dit, conservant ma voix plane. Elle m'a informé qu'elle vous avait demandé de rédiger un acte de renonciation. Elle s'attend à ce que je renonce à la maison pour que Trevor puisse l'utiliser comme garantie pour son prêt commercial. Elle pense qu'elle peut m'intimider avant sa présentation aux investisseurs vendredi. Mitchell n'a pas ri, mais un sourire moqueur est apparu sur son visage. Il a pris un stylo argenté et l'a fait tourner entre ses doigts. « Votre mère fait preuve d'une ignorance de la loi assez stupéfiante », a-t-il répondu d'une voix calme. « Et pour être tout à fait franc, votre frère également. » Il s'appuie sur un sentiment de supériorité mal placé qui n'a aucune valeur juridique. Sylvia ne peut pas me demander de rédiger un transfert pour un bien qu'elle ne possède pas, et Trevor ne peut pas utiliser une maison qu'il a usurpée pour obtenir des fonds. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir en face de lui. C'est ce que je pensais. Quelle est notre action immédiate, ai-je demandé, désireuse de passer de la défense à l'action. Mitchell s'est penché en avant, faisant glisser une pile de documents officiels sur le bureau. Les papiers portaient le sceau bleu de la Cour supérieure du comté de King. Pour mesurer l'erreur commise par votre frère, il faut comprendre la différence entre un occupant sans titre difficile et un délinquant actif, a expliqué Mitchell. Si Trevor s'était installé du vivant de votre père, ou s'il y avait eu un accord verbal ambigu sur sa présence, nous ferions face à une longue procédure civile. Les tribunaux imposent généralement un délai formel de 30 jours pour expulser un squatteur. C'est une procédure longue conçue pour protéger les occupants. Trevor comptait probablement sur ce délai administratif pour obtenir ses fonds et s'installer durablement. Mitchell a fait une pause, montrant le sceau sur le document supérieur. Cependant, Trevor ne s'est pas contenté de s'installer. Il a documenté son effraction. Il a engagé un serrurier, forcé les serrures existantes et contourné les règles de sécurité d'un bien en cours de succession. De plus, il a diffusé son intention d'utiliser le bien à des fins commerciales. Il s'est filmé en train de revendiquer le bien pour garantir un prêt. Cela change complètement la situation juridique.
Il ne s'agit pas d'un litige d'occupation. C'est une violation de propriété documentée doublée d'une tentative de fraude financière. J'ai regardé la pile de documents, impressionné par la rapidité d'exécution de Mitchell. Vous avez présenté le dossier numérique à un juge, ai-je déduit. Je l'ai présenté au juge de permanence dès que tu as envoyé les fichiers hier soir, a confirmé Mitchell. Dans le Washington, les preuves numériques sont traitées avec beaucoup de sérieux. Le juge a examiné la vidéo, vérifié les métadonnées et analysé les captures d'écran de Jessica admettant avoir changé les serrures. Il n'y a pas eu besoin d'une longue audience. La vidéo elle-même faisait office d'aveu signé. Le juge a signé l'ordonnance d'urgence dès ce matin. Mitchell a commencé à séparer les documents en 3 dossiers distincts. La justice est rarement rapide, mais quand un héritier tente de contourner les règles de succession pour tromper des investisseurs sur une plateforme publique, les tribunaux agissent avec célérité. Mitchell a désigné le premier dossier. Nous avons une injonction d'urgence immédiate interdisant à Trevor ou Jessica de modifier la propriété de quelque manière que ce soit. Pas de démontage de bibliothèque, pas d'installation de studio de yoga. Il a montré le deuxième dossier. Nous avons une ordonnance de mise en demeure lui interdisant légalement de se présenter comme le propriétaire du domaine auprès de toute banque ou investisseur. S'il tente de signer un prêt en utilisant votre maison comme garantie, il commettra une fraude bancaire fédérale. Enfin, Mitchell a posé sa main sur le troisième dossier, le plus épais. Et voici la pièce maîtresse. Nous avons contourné le délai normal de 30 jours. Le juge a délivré une ordonnance d'expulsion immédiate. Trevor n'a aucun droit légal de rester sur les lieux. Les forces de l'ordre sont autorisées à le faire sortir, lui et ses affaires, dès que l'ordonnance sera notifiée. Un silence s'est installé dans le bureau. La pluie continuait de battre les vitres, mais mon esprit était parfaitement calme. Le piège juridique était complet. Trevor avait préparé sa propre chute par ses publications et son arrogance. Il ne restait plus qu'à choisir le moment opportun pour agir. Je repensais au calendrier que ma mère m'avait fourni lors de son éclat de voix du matin. Elle m'avait menacé d'exclusion si j'osais troubler la pendaison de crémaillère de Trevor. Elle avait exigé ma présence pour servir de faire-valoir silencieux, une sœur soumise restant dans l'ombre pendant que son fils prodige fêtait sa réussite frauduleuse. Trevor avait invité les investisseurs les plus importants de la ville. Il avait engagé des traiteurs et préparé une présentation théâtrale pour obtenir ses fonds. Il bâtissait son avenir sur l'illusion qu'il possédait la richesse nécessaire pour soutenir sa start-up. J'ai regardé Mitchell. Les éléments de la situation s'assemblaient logiquement. J'ai sorti mon agenda de mon sac, bien que j'eusse déjà les dates en tête. Trevor organise sa présentation aux investisseurs ce vendredi soir, ai-je dit, ma voix résonnant dans le calme du bureau. Il a invité les principaux investisseurs technologiques du secteur. Il veut utiliser la pendaison de crémaillère pour présenter son nouveau siège social. Mitchell s'est penché en arrière, joignant les mains. Il a immédiatement compris l'intérêt stratégique de ce calendrier. Il a invité les personnes même qu'il tente de tromper sur le lieu même de son délit, a-t-il noté. Il rassemble tout son public dans une seule pièce. Si nous lui signifions l'acte un mardi matin ordinaire, il présentera les choses à sa façon, ai-je expliqué. Il dira à ses abonnés et à ses investisseurs qu'il s'agit d'un simple conflit familial temporaire, d'une erreur administrative. Il jouera la victime et Sylvia confirmera ses mensonges. Dans le milieu de la technologie, un fondateur habile peut transformer une expulsion en une histoire de persévérance. Nous ne pouvons pas le laisser contrôler l'histoire. Nous ne pouvons pas lui accorder une sortie discrète. J'ai posé ma main sur les documents juridiques. Nous devons démonter son illusion au moment précis où il a besoin qu'elle paraisse réelle. Nous devons agir vendredi. Mitchell a lentement hoché la tête en signe d'accord. Signifier une ordonnance d'expulsion immédiate pendant un événement professionnel important est inhabituel, mais tout à fait légal. Cela nécessitera de se coordonner avec les services du shérif du comté de King. Nous aurons besoin d'adjoints en uniforme pour faire exécuter l'ordonnance et s'assurer qu'ils quittent les lieux sans causer d'autres dégradations à la propriété. Ce sera une intervention visible et indiscutable. J'imaginais la scène, les coupes de champagne, les investisseurs évaluant le projet de mon frère, le sourire suffisant de Trevor trinquant à son succès usurpé, puis l'arrivée soudaine et indiscutable des forces de l'ordre munies d'un mandat de justice. Il n'y aurait aucune place pour le doute, aucune possibilité de mentir. Ses vantardises en ligne avaient accéléré sa chute,
et les conséquences lui seraient présentées sur la scène même qu'il avait préparée. Nous agissons vendredi, ai-je dit, ma voix ferme et résolue. Laissons-le expliquer son nouveau siège social à ses investisseurs pendant que le shérif lui remet un acte de violation de propriété. Laissons-le debout dans ce hall d'entrée qu'il prétend posséder et essayer de s'en sortir face à un délit de cette gravité. La réunion s'est terminée sur le règlement des détails logistiques. Mitchell contacterait les services compétents pour planifier l'exécution de l'ordonnance. J'assisterai à la fête comme Sylvia l'avait exigé, jouant le rôle de la sœur soumise, jusqu'au moment précis où le piège se refermerait. Je suis sorti du bureau pour retourner sous la pluie de Seattle. La tension avait disparu, remplacée par la certitude d'une action logique qui allait trouver sa conclusion inévitable. Le compte à rebours pour vendredi avait commencé, et mon frère ignorait tout de ce qui se préparait. Le jeudi matin, l'activité en ligne autour d'Apex Innovation était devenue très importante. Mon frère pensait que l'agitation numérique pouvait compenser le manque de consistance de son projet, et sa stratégie se déployait sur toutes les plateformes. Mes écrans étaient devenus un outil de surveillance. Sur l'écran de gauche, je suivais l'algorithme d'un client de transport maritime. Sur l'écran de droite, j'observais une démonstration d'autodestruction numérique. Trevor utilisait les plateformes professionnelles pour diffuser sa version des faits. Il publiait de longs articles décrivant la stratégie d'expansion de son entreprise sur le marché local. Il rédigeait des textes remplis de termes techniques, affirmant que sa société venait d'acquérir une propriété historique pour en faire son siège social. Il prétendait que cette acquisition démontrait la solidité de son modèle et offrait un actif physique pour garantir ses projets logiciels. C'était une performance calculée pour rassurer les investisseurs. Pendant que Trevor s'adressait au milieu professionnel, sa femme s'occupait de créer l'événement en ligne. Jessica publiait continuellement des mises à jour montrant leur présence sur les lieux en temps réel. Elle filmait des camionnettes de livraison franchissant le portail en fer forgé. Elle filmait des fleuristes apportant des compositions de fleurs blanches dans le hall. Elle présentait la salle à manger où un traiteur réputé installait des pyramides de coupes de champagne et des tables de dégustation de caviar. Il dépensait des dizaines de milliers de dollars pour une seule soirée. L'ironie de la situation était flagrante. Aucun d'eux ne disposait d'un revenu régulier. Trevor avait épuisé ses précédents financements depuis des mois en location de voitures de luxe et en dîners coûteux. Il finançait cette réception somptueuse uniquement sur des cartes de crédit à taux élevés et des prêts à court terme risqués. Ils misaient leur existence entière sur l'espoir que projeter une image de richesse inciterait un investisseur à leur donner des fonds avant que les créanciers ne se manifestent. L'audace affichée sur mon écran était stupéfiante. J'ai vu Jessica déplacer du matériel de cuisine lourd sur le parquet d'origine du grand salon sans poser de tapis de protection. Ce sol avait une histoire. Mon père avait passé de nombreux week-ends à genoux sur ses planches, ponçant et vernissant le chêne à la main. Il traitait cette maison avec un respect profond, la considérant comme le résultat de décennies de travail discipliné. Aujourd'hui, sa maison était utilisée comme un simple décor par un fils qui n'avait jamais compris la valeur du travail. Trevor avait toujours considéré les ressources de la famille comme sa réserve personnelle. Dans sa vingtaine, il organisait régulièrement des fêtes dans la maison de mes parents dès qu'il voyageait, laissant le nettoyage au personnel. Il répétait la même chose aujourd'hui, mais l'enjeu était désormais une fraude bancaire fédérale. Je continuais d'enregistrer chaque publication, de sauvegarder chaque affirmation arrogante et d'organiser les données pour Mitchell Lawson. Mon attention soutenue n'est pas passée inaperçue. Les bureaux ouverts de mon entreprise ne permettent guère de confidentialité. Alors que je prenais une capture d'écran de Trevor debout à côté d'une sculpture de glace à l'effigie de sa start-up, mon directeur de département s'est arrêté derrière mon siège. Il tenait une tasse de café et observait mes écrans. Un projet important, a-t-il demandé, par simple curiosité. Il supposait que j'analysais un concurrent ou que je rassemblais des données pour un rachat. J'ai réduit la fenêtre du navigateur d'un clic, faisant réapparaître mes algorithmes de transport. On peut dire ça, ai-je répondu, gardant ma voix calme et professionnelle. Je cherche simplement à corriger un système défaillant. Il a hoché la tête en signe d'approbation et a poursuivi son chemin, ignorant que le système défaillant en question était mon propre frère. Pour comprendre l'importance de la soirée de vendredi, il faut connaître l'état d'esprit du milieu de la technologie de Seattle. Les investisseurs n'investissent pas seulement dans une idée, mais dans une personne. Ils recherchent des fondateurs qui affichent une assurance totale et un sentiment de réussite inévitable.
Dans un milieu saturé d'entrepreneurs réclamant des fonds, Trevor tentait de se présenter comme quelqu'un qui n'en avait pas réellement besoin. En les recevant dans un domaine historique de 2 millions de dollars, il projetait une image de grande confiance. La méthode est discutable mais elle fonctionne. Les investisseurs sont plus enclins à confier des fonds à quelqu'un qui semble déjà fortuné, car la richesse suggère une réussite passée. Trevor connaissait cette règle implicite. Il avait organisé la soirée pour exploiter ce biais, en utilisant mon héritage comme appât. L'enjeu de cette pendaison de crémaillère était majeur. Trevor avait réussi à faire venir des représentants de 3 des plus importantes sociétés de capital risque du nord-ouest du Pacifique. C'étaient des personnes capables de signer des financements importants d'un seul geste. Je mesurais le danger de la situation. Si Trevor parvenait à obtenir ces fonds avant mon intervention, il aurait accès à des conseils juridiques importants. Il utiliserait cet argent pour engager des procédures futiles contre la succession de mon père, bloquant la propriété devant les tribunaux pendant des années tout en continuant de l'occuper sous couvert d'un litige commercial. Il pensait que passer l'étape de vendredi soir le rendrait intouchable. Il supposait qu'une fois les contrats signés, personne ne viendrait contester la régularité de son entreprise. Au fil de l'après-midi de jeudi, l'échéance approchait sur le profil de Trevor. Il a publié une dernière mise à jour depuis la chambre principale, montrant un costume en velours sur mesure acheté pour l'occasion. Le texte disait « Prêt à marquer l'histoire ». J'ai fermé mon ordinateur, la lueur de l'écran se reflétant sur la vitre sombre de mon bureau. Il allait en effet marquer l'histoire, mais pas de la manière qu'il prévoyait. Il construisait un château sur du sable, ignorant que la marée montait déjà. J'ai pris mon manteau et mes clés, repassant mentalement le plan établi avec Mitchell. Les ordonnances étaient signées. Les autorités étaient prêtes. Le piège était dissimulé sous son arrogance. Il ne me restait plus qu'à franchir ses portes et à regarder l'illusion s'effondrer. Le vendredi soir est arrivé avec une précision glaçante. Le ciel de Seattle est devenu une grande toile aux teintes violettes et orange. J'ai dirigé ma berline vers les rues calmes du quartier historique de mon père. Le secteur était habituellement paisible. Ce soir-là, il ressemblait à un espace événementiel bruyant. J'ai choisi de me garer à 2 pâtés de maisons de la propriété pour éviter les voitures qui encombraient l'allée circulaire. Un service de voiturier temporaire avait été installé près des grilles en fer forgé. Des employés en uniforme s'activaient pour garer une suite de voitures de sport et de luxe louées. J'ai coupé le contact et je suis resté un moment dans le calme de ma voiture pour réguler ma respiration. Je portais un costume bleu marine ajusté. Ce n'était pas un vêtement de créateur, mais il présentait la coupe nette d'une tenue professionnelle. Je m'appuie sur des faits vérifiables plutôt que sur des illusions. J'ai ajusté mes manches et je suis sorti. L'air frais apportait des odeurs de pain et de pluie, mêlées à des effluves de cigares. En approchant de la propriété, la musique de basse d'un DJ résonnait dans la rue, faisant vibrer le sol. Les grandes portes doubles étaient grandes ouvertes, laissant échapper une lumière dorée sur la pelouse entretenue. J'ai remonté l'allée en pierre et j'ai franchi le seuil de ma maison. Personne ne m'a demandé d'invitation. Je me suis déplacé dans le hall sans être reconnu parmi les nombreux invités qui tenaient des coupes de champagne. L'intérieur de la maison était méconnaissable. Mon père utilisait cet espace pour le calme et les repas simples en famille. Il aimait l'odeur des livres anciens et du bois ciré. Trevor avait transformé le salon élégant en un espace de réseautage bruyant. Des serveurs circulaient, portant des plateaux de thon et de caviar. Chaque table était encombrée de brochures publicitaires présentant le logo de son entreprise. J'observais des groupes d'investisseurs réunis près de la cheminée, discutant de financement et de marché. Ils portaient des vêtements simples mais coûteux, cherchant à projeter une image de réussite naturelle. Ils croyaient à l'illusion créée par Trevor. Ils observaient les hauts plafonds et les boiseries anciennes, et supposaient que le jeune homme qui les recevait disposait d'une fortune familiale importante. C'était une mise en scène réussie pour inciter des personnes crédules à confier leur argent. Avant que je ne puisse mesurer les dégâts causés au parquet d'origine, une main s'est serrée fermement sur mon bras. L'emprise était assez forte pour laisser des marques sous le tissu de ma veste. Je me suis retourné pour découvrir ma mère, Sylvia, qui me fixait. Elle portait une robe en soie verte qui avait dû coûter l'équivalent d'un mois de mon salaire. Son visage montrait une tension contenue. Elle affichait un sourire figé pour les invités tout en me fixant avec un regard inquiet. « Tu es en retard » a chuchoté Sylvia,
s'approchant pour que sa voix ne soit pas entendue par-dessus la musique. Elle a serré mon bras plus fort, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Souris maintenant, montre-toi coopérative, et ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. Tu es là pour montrer une image unie. Trevor discute avec les dirigeants de la plus importante société d'investissement de la côte ouest. Ne fais rien qui puisse compromettre sa réussite ce soir. J'ai regardé sa main qui serrait ma manche. Sylvia n'avait jamais respecté mes limites physiques. Durant mon enfance, elle m'attrapait souvent le bras pour m'éloigner de mes études, me forçant à assister au dîner sportif de Trevor pour faire partie de son public. Elle pensait que l'intimidation physique pouvait l'emporter sur mon autonomie. Je ne me suis pas dégagé immédiatement. J'ai simplement fixé ses doigts jusqu'à ce qu'elle ressente la froideur de mon regard et finisse par lâcher son emprise, laissant retomber sa main. Avant que Sylvia ne puisse formuler une autre exigence, les invités près de la cheminée se sont écartés. Trevor a remarqué mon arrivée de l'autre côté de la pièce. Il a quitté un groupe d'investisseurs pour s'approcher. Il portait une veste en velours sur mesure sur une chemise blanche et tenait un verre de cristal rempli d'un liquide ambré. Des odeurs de bourbon et de parfum fort annonçaient sa venue. Il jouait un rôle pour les invités, veillant à ce que ses mouvements montrent l'assurance d'un homme d'affaires accompli. Il voulait que les investisseurs le voient accueillir sa sœur simple avec bienveillance. Alara, a annoncé mon frère d'une voix forte, s'assurant d'être entendu par les personnes à proximité. Je suis ravi que tu aies pu t'éloigner de tes feuilles de calcul pour voir comment se crée la vraie richesse. J'expliquais justement à mes partenaires l'importance du soutien de la famille. Il m'a tapoté l'épaule, feignant une affection fraternelle tout en utilisant le contact physique pour me déstabiliser légèrement. Trevor utilisait toujours sa présence physique pour dominer l'espace. Il a bu une gorgée de son bourbon. Il s'est approché, parlant plus bas mais sur un ton moqueur. « Tu devrais prendre des notes ce soir », a-t-il glissé. Voilà à quoi ressemble la réussite. Quand mes fonds seront débloqués plus tard ce soir, je pourrai t'accorder un petit prêt. Pour t'aider à quitter ce bureau ennuyeux que tu sembles tant aimer. Tu as l'air un peu perdu ici dans ton costume simple au milieu des gagnants. J'ai observé l'homme qui se tenait devant moi. Trevor avait 33 ans, mais il montrait toujours les réactions d'un enfant gâté exigeant des récompenses non méritées. Il pensait que sa veste en velours et sa propriété usurpée le rendaient intouchable. Il supposait que réunir les personnes fortunées de la ville sous ce toit lui offrait une protection totale. Il ignorait que la justice destinée à démonter sa vie se déplaçait déjà vers ce lieu précis. Il insultait la personne même qui détenait le titre de propriété du sol sur lequel reposaient ses chaussures de cuir. Je n'ai montré aucune émotion. Je n'ai pas répondu par une remarque cinglante ni cherché à défendre mes choix professionnels. Les réactions émotionnelles sont inutiles. J'ai levé le bras gauche pour regarder ma montre en argent. L'aiguille des secondes avançait régulièrement. L'écran affichait exactement 19h45. Le timing correspondait parfaitement au plan que Mitchell Lawson et moi avions préparé. Il nous restait exactement 15 minutes avant le dénouement. 15 minutes avant que l'illusion ne s'effondre. J'ai baissé le bras et j'ai croisé le regard de mon frère. Mon visage est resté impassible. Je te remercie pour cette proposition, Trevor, ai-je dit, ma voix calme et dépourvue de toute intonation. Profite du moment, a répondu Trevor en souriant, prenant mon calme pour de la soumission. Il pensait que j'étais impressionné par la richesse environnante. Il s'est détourné et a levé son verre pour faire signe à un serveur. Sylvia a laissé échapper un soupir de soulagement, pensant que sa méthode autoritaire avait fonctionné. Ils sont tous deux retournés au centre de la pièce pour poursuivre leur mise en scène. Je me suis retiré dans un coin sombre près du grand escalier en acajou, gardant les yeux fixés sur l'entrée. La musique a repris de plus belle, remplissant l'espace. Les invités continuaient de boire, et l'instigateur de cette mise en scène se préparait à prononcer le discours le plus important de sa carrière d'imposteur. J'ai croisé les mains et j'ai observé la porte, attendant l'arrivée inévitable des forces de l'ordre. Les 15 minutes restantes se sont étirées dans une attente calme. Je me tenais près du renfoncement sombre du couloir, buvant un verre d'eau gazeuse. J'analysais la pièce non comme la maison de mon enfance, mais comme un espace fragile reposant sur une faille majeure. Les invités représentaient le milieu de la technologie de Seattle. C'étaient des personnes qui géraient d'importants portefeuilles financiers. Ils se réunissaient autour de la cheminée en observant Trevor d'un œil critique. Dans leur secteur,
un entrepreneur travaillant depuis un appartement loué représentait un risque. Mais un fondateur disposant d'un domaine historique de plusieurs millions de dollars apparaissait comme un visionnaire digne de confiance. Trevor s'intégrait facilement dans ce milieu. Il copiait leurs attitudes, utilisait leur vocabulaire et déployait son charme pour masquer son manque de compétences techniques. Il leur vendait une histoire de réussite inévitable. J'ai vu un investisseur acquiescer alors que Trevor désignait les hauts plafonds en décrivant un projet d'expansion de logiciels. L'investisseur mesurait la valeur du projet à l'espace important de la propriété usurpée. La mise en scène fonctionnait comme Trevor l'avait prévu. Il était sur le point d'obtenir des promesses de financement qui allaient remplir ses comptes vides. De l'autre côté de la pièce, sa femme Jessica s'occupait de sa propre mise en scène. Elle avait demandé à 2 serveurs de libérer un espace près du grand escalier. Elle y avait installé un grand trépied et fixé son téléphone. Elle y avait joint un anneau lumineux pour s'assurer d'être bien éclairée pour son public numérique. Jessica vivait pour les réseaux sociaux, considérant les abonnés et les mentions j'aime comme les seules mesures de valeur. Ce soir était son moment de réussite. Elle s'apprêtait à diffuser le discours de son mari devant des milliers de personnes. Elle a ajusté sa posture, vérifiant son image sur l'écran avant de lancer la diffusion en direct. Le nombre de spectateurs a commencé à augmenter rapidement à mesure que ses abonnés se connectaient pour assister à cette démonstration de richesse. Elle ignorait qu'elle installait un appareil pour enregistrer leur propre ruine juridique. À exactement 20 heures, le DJ a baissé la musique de fond pour la remplacer par un fond sonore discret. Trevor est monté sur la 3e marche du grand escalier, se plaçant ainsi au-dessus des invités. Il tenait son verre de bourbon de la main droite. Il a pris une cuillère sur un plateau voisin et a frappé le verre. Le son clair a interrompu les conversations. La pièce est devenue silencieuse et les 200 invités se sont tournés vers l'escalier. Trevor a attendu 10 secondes avant de parler, laissant l'attention se fixer sur lui. Il savourait le silence de la pièce et les regards du milieu de la ville. « Je vous remercie tous d'être venus ce soir », a annoncé Trevor, sa voix forte empreinte d'une assurance tranquille. Il a ouvert les bras, désignant l'ensemble du hall. « Bienvenue au nouveau siège officiel d'Apex Innovation ». Des applaudissements polis ont salué ses paroles. Les investisseurs ont souri et levé leurs verres. Je suis resté immobile dans l'ombre, observant les expressions de son visage. Son ego était à son maximum, se nourrissant de l'attention de la pièce. Il appréciait l'énergie des invités, tirant sa force de leur croyance en sa réalité inventée. On dit que la réussite dans notre secteur repose sur des fondations solides, a continué Trevor d'une voix plus posée. Il a posé la main sur la rampe en chêne, cette rampe que mon père avait passé 3 semaines à restaurer à la main durant mon année de lycée. Le mensonge était énorme, résonnant au-dessus des fleurs et des tables de traiteurs. Il évoquait la mémoire d'un homme mort avec le regret des échecs répétés de son fils. Mon père avait passé ces derniers mois à consigner les dépenses de Trevor et à prendre des dispositions juridiques pour qu'il ne puisse jamais disposer de cette propriété. Pourtant, Trevor réécrivait l'histoire sur le moment, se présentant comme l'héritier choisi pour un grand projet. Il inventait une relation de confiance et de vision partagée, effaçant la réalité des derniers mois de mon père. J'ai regardé ma mère au milieu de la pièce. Sylvia se tenait près des invités, un mouchoir à la main. Des larmes de joie coulaient sur son visage soigné. Elle regardait son fils avec une admiration totale. Pour Sylvia, ce discours validait sa vision du monde. Elle avait passé 30 ans à protéger Trevor des conséquences de ses actes, affirmant à chacun que son comportement était simplement le fait d'un esprit supérieur incompris. L'entendre s'adresser à un parterre de personnes fortunées confirmait toutes les excuses qu'elle avait inventées pour lui. Elle était captivée par sa prestation, ignorant la fragilité de cette illusion. Les investisseurs approuvaient ses paroles, échangeant sur la solidité de ses garanties immobilières et sur son attachement aux valeurs familiales. Un responsable d'une entreprise réputée du centre-ville a fait un signe d'approbation à son collaborateur. Il croyait pleinement à cette histoire. Le piège fonctionnait parfaitement. Les investisseurs étaient convaincus, le public était attentif et la diffusion transmettait ses propos à un public en ligne. Jessica se tenait fièrement à côté du trépied, veillant à ce que la caméra montre l'ensemble des invités. « Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle », a déclaré Trevor, haussant le ton. Le financement que nous obtenons ce soir va transformer notre activité. Nous allons modifier le marché, redéfinir les règles du commerce numérique et bâtir une plateforme qui changera les choses. Nous avons l'équipe. Nous avons la vision.
Et comme vous le voyez, nous avons les fondations nécessaires. Il a monté une marche supplémentaire, se plaçant encore plus haut. Il était porté par sa propre illusion, se croyant au-dessus des règles et persuadé d'avoir une fois de plus contourné le système. Il a levé son verre vers le lustre. À l'avenir, a crié Trevor, sa voix résonnant sous le plafond. À l'avenir, a répondu l'assemblée en chœur. Les 200 verres se sont levés en même temps, saluant un roi sans couronne. Le moment était intense, figeant la pièce dans un instant de triomphe. Et puis, comme prévu, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes brusquement. L'entrée n'a pas été discrète. Les lourdes portes de chêne se sont ouvertes à la volée, venant frapper les murs intérieurs avec un bruit sourd qui a fait vibrer le parquet. L'air frais de la nuit s'est engouffré dans le hall chaud, apportant une odeur de pluie et de terre humide dans une pièce qui sentait le parfum et les plats de traiteur. 3 adjoints en uniforme du shérif du comté de King ont franchi le seuil. Leurs bottes de service laissaient des traces d'humidité sur le parquet que mon père avait ciré à la main. Le son des radios à l'épaule des policiers a brisé le silence soudain de la pièce. Les policiers se sont déplacés avec calme, s'installant près de l'entrée. Ils n'ont pas crié, n'ont pas sorti leurs armes, mais leur seule présence montrait une autorité qui a immédiatement mis fin à l'ambiance de fête. Derrière les policiers est entré Mitchell Lawson. L'avocat portait une mallette en cuir et un costume sombre qui semblait absorber la lumière des lustres. Son visage restait impassible. Il a observé la pièce avec le détachement d'un professionnel venu régler une situation précise. Il n'a pas paru impressionné par les coupes de champagne ou les tables de traiteur. Pour lui, cette réception n'était qu'une suite de dégradations et de responsabilités engagées. Les invités se sont écartés immédiatement. Les investisseurs et les créateurs d'entreprises qui applaudissaient quelques secondes plus tôt ont reculé, laissant un grand espace libre entre eux et les policiers. Dans le milieu des affaires, se trouver à proximité des forces de l'ordre pendant une présentation financière est préjudiciable. Ils se sont retirés vers les bords de la pièce, observant alternativement les adjoints et l'homme sur l'escalier. Trevor est resté figé sur sa marche. Le sourire de réussite qu'il affichait a disparu, remplacé par une expression de surprise totale. Son bras droit, qui tenait encore son verre pour le toast, s'est mis à trembler. Il a lentement baissé la main, le liquide frôlant le bord du verre. Il a cligné des yeux, essayant de comprendre cette intervention au milieu de sa pendaison de crémaillère. Son esprit peinait à faire le lien entre sa version des faits et la présence de la loi. « Je vous demande pardon, qu'est-ce que c'est ?» a demandé Trevor, sa voix faiblissant avant qu'il ne tente de la raffermir. Il s'est rappelé que le téléphone de Jessica enregistrait toujours la diffusion en direct. Il devait montrer qu'il maîtrisait la situation pour son public numérique. C'est un événement professionnel privé sur invitation. Vous ne pouvez pas entrer ainsi. Nous avons des responsables importants présents ici. Le policier en tête s'est avancé, ignorant la tentative de Trevor de s'imposer. L'officier a posé la main sur son seron de service, montrant une indifférence habituelle face aux personnes présentes. Il a levé les yeux vers l'escalier, observant la veste en velours de Trevor. « Nous cherchons Trevor Vespé », a déclaré l'adjoint d'une voix calme et forte qui a résonné sous les hauts plafonds. Avant que Trevor ne puisse répondre, Sylvia est intervenue. Ma mère s'est frayé un chemin à travers les invités qui reculaient, sa robe de soie verte bruissant dans le calme revenu. Sylvia avait l'habitude d'utiliser la situation financière de son défunt mari pour s'éviter toute responsabilité. Elle avait l'habitude de hausser le ton face au personnel de service, de s'en prendre aux gérants de restaurants et de menacer de contacter la direction au moindre contretemps. Elle pensait que sa situation sociale la dispensait de suivre les règles communes. « Comment osez-vous interrompre l'événement de mon fils ?» a crié Sylvia, le visage rougi par la colère. Elle s'est placée entre les policiers et l'escalier, protégeant son fils de sa présence. « Savez-vous seulement qui nous sommes ? Je suis la veuve de David Vespé. C'est un quartier résidentiel sécurisé. Vous perturbez une réunion professionnelle importante. J'exige de parler immédiatement à votre responsable. Je signalerai ce manque de respect à votre hiérarchie. » L'adjoint n'a pas bougé. Il n'a pas pris sa radio ni présenté d'excuses. Il a simplement regardé Sylvia avec la patience d'un homme habitué aux réactions de ce genre. Il s'apprêtait à répondre, mais Mitchell Lawson est intervenu, se plaçant au milieu du hall et attirant l'attention de l'assemblée. Mitchell a ignoré Sylvia, refusant de répondre à ses demandes ou de valider sa présence. Il s'est adressé uniquement à l'homme sur l'escalier.
Il a ouvert les attaches métalliques de sa mallette, le bruit résonnant nettement dans la pièce tendue. Il en a sorti une pile de documents officiels portant le sceau bleu de la Cour supérieure du comté de King. Trevor Vespey, a annoncé Mitchell d'une voix qui s'est fait entendre sans qu'il ait besoin de crier. Vous occupez actuellement une propriété privée sans autorisation. Ces mots ont jeté un froid dans la pièce. Les investisseurs ont échangé des regards inquiets. Le terme de violation de propriété était préoccupant. Il suggérait un accès non autorisé, une effraction et une absence de droit de propriété. C'était l'opposé de la fortune familiale et des garanties immobilières que Trevor venait de mettre en avant pour obtenir leurs fonds. Nous sommes ici pour exécuter une injonction d'urgence du tribunal et une ordonnance d'expulsion immédiate, a continué Mitchell en montrant les documents à l'assistance. La propriétaire légitime de ce domaine fait valoir son droit de vous faire quitter les lieux. Vous ne disposez d'aucun bail, d'aucun titre et d'aucune autorisation pour occuper cette maison. Les murmures des invités sont devenus des discussions animées. L'image soignée d'Apex Innovation se défaisait devant tout le monde. Les investisseurs qui approuvaient le discours de Trevor quelques minutes plus tôt le regardaient désormais avec méfiance. Ils ont commencé à poser leurs coupes de champagne sur les tables et les comptoirs. Le bruit du verre sur la pierre marquait la fin de ses espoirs de financement. Trevor a perdu ses couleurs, affichant un visage blafard. Il s'est cramponné à la rampe en bois, cherchant un appui alors que son univers s'écroulait. Il a regardé Mitchell Lawson, puis les policiers et enfin sa mère. Sylvia est restée interdite, la bouche bée, ses menaces s'effaçant alors que la réalité de la décision de justice s'imposait à elle. C'est un mensonge, a bafouillé Trevor d'une voix tremblante, désignant l'avocat du doigt. Jessica s'est empressée de manipuler le trépied, ses doigts glissant sur l'appareil. L'anneau lumineux se reflétait dans ses yeux écarquillés par la panique alors qu'elle tentait d'interrompre la diffusion en direct pour ses abonnés. Mais le mal était fait. Le public en ligne avait assisté à l'arrivée de la police. Ils avaient entendu l'annonce de l'expulsion et vu l'assurance de Trevor disparaître pour laisser place à la panique. L'historique des réseaux sociaux reste, et ses difficultés étaient désormais enregistrées. Je suis resté dans l'ombre, observant le déroulement de la procédure. Mon cœur battait calmement. Les tensions de notre dynamique familiale avaient finalement trouvé leur résolution par un moyen juridique incontestable. Les investisseurs se dirigeaient vers la sortie, s'éloignant d'un homme qui allait être expulsé de la maison qu'ils prétendaient posséder. Mitchell Lawson a fait un pas de plus, s'approchant du bas de l'escalier. Il a tendu les documents officiels vers Trevor. Le juge a examiné les preuves ce matin, Monsieur Vespey, a déclaré Mitchell d'un ton neutre. Le tribunal a jugé votre occupation de cette propriété non autorisée. Vous devez cesser vos activités immédiatement et quitter les lieux. À défaut, ces officiers procéderont à votre expulsion par la force. La décision est tombée avec force dans la pièce. Les investisseurs n'ont pas demandé d'explications supplémentaires. Les responsables des sociétés d'investissement ont commencé à se diriger vers la sortie. Leur visage montrait leur volonté de se protéger professionnellement. Ils laissaient là l'imposteur, le laissant faire face aux conséquences de ses actes. La pendaison de crémaillère s'était transformée en une déconvenue publique. Trevor est descendu rapidement les dernières marches, ses chaussures glissant légèrement sur le bois ciré. L'image de l'entrepreneur accompli s'est effacée pour laisser place à un homme aux abois. Son visage était rouge, contrastant avec sa veste de velours. Il a bousculé un invité pour s'approcher de l'avocat. Sans autorisation, a bafouillé Trevor, la voix tremblante. Vous plaisantez? C'est ma maison. Mon père me l'a laissée. Il m'a promis ce domaine pour mon entreprise. Vous n'avez aucun droit ici. Trevor avait passé ses 33 années à utiliser l'argent de la famille pour ses besoins personnels. Dès qu'il avait besoin de fonds pour un projet ou de régler une situation de bail, mon père fournissait le capital. Trevor pensait que la proximité avec la richesse équivalait à un droit de propriété. Il supposait que parce qu'il portait le nom de mon père, les règles de succession ne le concernaient pas. Il pensait que prendre possession des lieux remplaçait la signature d'un acte officiel. Mitchell Lawson n'a pas bougé. L'avocat est resté calme et impassible. Il a posé sa mallette sur un meuble ancien et l'a ouverte. En réalité, Monsieur Vespey, a déclaré Mitchell d'un ton calme et précis, les documents officiels de la succession enregistrés montrent une toute autre situation. Cette propriété appartient entièrement et exclusivement à Alara Vespey. Sylvia a poussé un soupir de surprise,
portant les mains à sa poitrine. Elle s'est avancée pour protester, mais Mitchell l'a devancée. Il a sorti une tablette de sa mallette et l'a activée. Il a affiché le dossier numérique que j'avais préparé, orientant l'écran vers mon frère. Regardons les preuves que vous avez fournies au tribunal, a proposé Mitchell. Il a augmenté le volume de l'appareil, et la musique entraînante de la publication de Trevor a résonné dans le hall silencieux. Ce son joyeux tranchait avec la gravité du moment. L'écran montrait Trevor souriant, affirmant vouloir envoyer sa start-up vers les sommets et détenir les clés du royaume. La vidéo montrait ensuite Jessica dans le bureau, désignant les bibliothèques. Puis est venu le passage où elle déclarait qu'il venait de changer les serrures pour s'approprier la maison. Trevor a fixé l'écran, interdit. Son visage a perdu ses couleurs. Il a fait un geste pour s'emparer de la tablette, mais le policier s'est avancé légèrement, posant la main sur son seron. Ce mouvement a suffi à l'arrêter. Trevor est resté la main suspendue. L'État de Washington est très précis sur le droit de propriété, a rappelé Mitchell d'un ton calme. Les règles ne laissent pas de place aux arrangements familiaux. En engageant un serrurier pour modifier les verrous d'un bien qui ne vous appartient pas, vous avez commis des dégradations volontaires. De plus, vous avez occupé sans droit la maison de votre sœur, avec l'intention d'utiliser ce bien pour obtenir des garanties de la part des investisseurs présents. Vous avez créé une fausse image pour obtenir des fonds. Les paroles de l'avocat ont résonné dans le grand hall. Mitchell décrivait la méthode de l'imposture devant les personnes même que Trevor cherchait à convaincre. J'ai observé la réaction des investisseurs. C'étaient des professionnels pragmatiques qui géraient d'importants portefeuilles. Ils pouvaient accepter des projets originaux, mais pas une tromperie sur les garanties présentées. L'illusion s'est effacée rapidement. Les responsables qui écoutaient le discours de Trevor le voyaient désormais comme un risque majeur. J'ai vu un associé d'une entreprise réputée sortir son téléphone de sa veste. Il a commencé à écrire rapidement sur son écran, envoyant des instructions à ses collaborateurs pour rompre tout contact avec Apex Innovation. En quelques instants, d'autres téléphones se sont allumés dans la pièce. Les investisseurs contactaient leurs équipes pour se désengager du projet. Ils écartaient mon frère de leur réseau. La situation était d'autant plus difficile que la diffusion en direct n'avait pas été interrompue. Jessica, dans sa panique, s'était trompée en manipulant le trépied. Au lieu d'arrêter la diffusion, elle avait activé la caméra arrière. L'objectif filmait la confrontation, montrant Mitchell Lawson présentant les documents et les policiers sécurisant l'entrée. Ses abonnés et des observateurs du milieu technologique assistaient en direct à la situation de Trevor. Les publications qu'il avait créées pour se mettre en valeur montraient désormais sa chute. Sylvia a compris la gravité de la situation avant son fils. Elle a vu les investisseurs se diriger vers la sortie. Elle a attrapé le bras de Trevor, le secouant pour le faire réagir. « Fais quelque chose, Trevor » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Appelle tes avocats. Règle ça tout de suite. » Mais Trevor ne disposait d'aucun conseil capable de contester une décision de justice. Il n'avait aucun moyen d'action ni de défense. Les soutiens sur lesquels il avait compté toute sa vie n'existaient plus, le laissant face à ses responsabilités. Sa respiration est devenue rapide. Il a regardé les policiers prêts à faire exécuter l'expulsion, puis ses yeux ont parcouru la pièce. Il cherchait quelqu'un sur qui rejeter la faute. Il cherchait la sœur soumise qu'il pensait pouvoir utiliser pour régler ses difficultés. Son regard a quitté la cheminée et les tables de traiteur pour se fixer sur le coin sombre près de l'escalier. Il a remarqué mon costume bleu marine et mon visage impassible. Son regard montrait sa détresse. Il ne voyait pas une personne qui avait organisé sa chute, mais simplement la sœur qu'il pensait pouvoir manipuler. « Alara » a-t-il crié, sa voix résonnant contre les boiseries. La panique dans sa voix montrait qu'il avait perdu son assurance. « Dis-leur de partir. Dis-leur que c'est un problème de famille. Dis-leur que c'est un malentendu. » Il a tendu une main tremblante vers moi, me demandant d'intervenir. Il voulait que je monte au policier et que je sacrifie mon héritage pour protéger son image. Il s'attendait à ce que je me plie à ses exigences pour préserver la paix de la famille. Toute l'assistance s'est tournée vers le coin sombre où je me tenais, observant ma réaction. Les investisseurs, les policiers et ma mère attendaient de voir ce que ferait la sœur face au fils prodige. Je suis resté immobile, mesurant l'importance du moment. Le piège s'était refermé, et il ne restait plus que ma réponse.
Je suis sorti de l'ombre pour m'avancer vers le milieu du hall. Le bruit de mes talons sur le parquet marquait le silence de la pièce. Les regards se sont fixés sur moi. Trevor me regardait avec l'espoir que je réagisse comme par le passé. Toute sa vie, il avait considéré ma coopération comme acquise. Il s'attendait à ce que je le protège face aux policiers comme je corrigeais ses devoirs de lycée pour qu'il puisse faire du sport le week-end. Je me suis arrêté à quelques pas de l'escalier. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas montré de tristesse. J'ai simplement regardé ce frère qui m'avait toujours ignoré. Ce n'est pas un problème de famille, Trevor, ai-je dit d'une voix calme qui s'est fait entendre de tous. C'est un délit. Tu as exactement 30 minutes pour rassembler tes affaires et quitter ma maison. Trevor a reculé comme s'il avait reçu un coup. L'espoir a disparu de son visage, laissant place à la surprise. Il n'a pas trouvé de mots. Avant que le silence ne s'installe, Sylvia s'est avancée. Elle a contourné le policier pour s'approcher de moi. Des larmes de colère coulaient sur son visage soigné, altérant son maquillage. « Espèce de monstre ingrate !» a-t-elle crié, la voix tremblante de colère. « Tu détruis sa vie. Il a besoin de ce financement. Donne-lui la maison. » Ma mère avait passé 30 ans à organiser la vie de la famille. Elle pensait que les biens des femmes de la famille devaient servir à la réussite des hommes. Quand j'avais reçu ma première prime professionnelle, elle avait exigé que je l'utilise pour payer les dettes de Trevor. J'avais refusé, et je maintenais ma position aujourd'hui. En la regardant, j'ai senti les derniers liens familiaux se dissoudre. La culpabilité qui guidait mes choix s'est effacée, laissant place à une certitude froide. J'ai regardé ma mère dans les yeux. Je ne détruis pas sa vie, Sylvia, ai-je dit calmement. Il l'a détruite lui-même en choisissant de s'approprier ce qui ne lui appartient pas. On ne peut pas prendre ce qui est à autrui. Le policier s'est placé entre nous, utilisant sa stature pour empêcher Sylvia de s'approcher davantage. Il a posé la main sur sa radio et s'est adressé à mon frère. « Vous avez entendu la propriétaire, Monsieur Vespé », a déclaré l'officier d'un ton ferme. « Le temps presse. Votre femme et vous devez rassembler vos affaires. Si vous n'avez pas quitté les lieux dans 29 minutes, nous procéderons à votre expulsion par la force, et vous partirez menottée. » À l'étage, Jessica a laissé échapper un sanglot. Elle comprenait enfin la gravité de la situation. La diffusion en direct sur son téléphone montrait toute la scène en ligne. Elle s'est empressée de retirer l'appareil du trépied, ses mains tremblant au point qu'elle a fait tomber l'anneau lumineux sur les marches. Le métal a résonné sur le bois. Elle s'est retournée pour courir vers la chambre, pressée de ranger ses affaires dans ses bagages. Trevor a regardé l'anneau lumineux à terre. L'attitude du fondateur d'entreprise avait disparu. Il a regardé les policiers, puis Mitchell Lawson. Comprenant qu'il n'avait pas d'autre choix, il s'est détourné pour monter les marches. Ses épaules étaient affaissées, marquant sa défaite. Le bruit de ses pas sur le bois montrait son abattement. Le départ des hôtes a marqué la fin de la soirée. Les invités du milieu de la technologie n'ont pas attendu qu'on les prie de partir. Les investisseurs savent repérer les projets en difficulté et s'en écarter rapidement. L'un après l'autre, ils se sont dirigés vers la sortie. Un investisseur a posé sa coupe de champagne sur une table, a boutonné son manteau et est parti sans un mot. Ses confrères l'ont imité, s'éloignant de la maison. Les invités ont récupéré leurs affaires à l'entrée sans regarder Sylvia. Ils laissaient là les plats et les verres. Le bruit des coupes posées marquait leur départ. Ils étaient venus pour soutenir un projet d'envergure, ils repartaient face à une imposture. Même le personnel de service a compris que l'événement était terminé. Le DJ a éteint son matériel et a commencé à ranger ses câbles dans des bacs en plastique. Les traiteurs se sont retirés en cuisine, rangeant les plats non consommés. L'odeur de nourriture s'est dissipée, remplacée par l'air frais de la nuit entrant par la porte restée ouverte. Sylvia se tenait au milieu du hall, regardant les investisseurs partir. Elle a tenté de retenir l'un d'eux. « Je vous en prie, attendez », a-t-elle demandé, la voix faible. C'est un simple malentendu juridique temporaire. Trevor contactera votre bureau lundi. L'intéressé n'a pas ralenti le pas. Il l'a contourné comme un simple obstacle et a disparu dans la nuit. Je me tenais près de l'entrée, observant le départ des invités. Dehors, les voituriers s'activaient pour restituer les véhicules aux personnes qui partaient en nombre.
Les phares des voitures éclairaient brièvement les fenêtres sombres de la maison, projetant de grandes ombres sur les murs du hall. Mitchell Lawson s'est approché de moi, fermant sa mallette. Il a observé les derniers départs. Ils réagissent rapidement quand ils sentent une difficulté, a noté l'avocat à voix basse. Votre frère ne trouvera plus aucun soutien dans cette ville. Le milieu des affaires n'accepte pas ce genre de situation. Le policier a regardé sa montre de service. Encore 20 minutes, a-t-il annoncé d'une voix forte pour être entendu à l'étage. Sylvia s'est assise sur une banquette près de l'entrée, cachant son visage dans ses mains. Sa robe verte semblait décalée dans la réalité de cette expulsion. Elle pleurait, regrettant la fin de l'image qu'elle avait entretenue pendant 30 ans. Elle regrettait la réussite qu'elle pensait obtenir à travers Trevor. Je n'ai pas éprouvé de pitié pour ses larmes. La pitié nécessite un respect mutuel, et ce respect avait disparu bien avant le décès de mon père. Des bruits provenaient de l'étage, des tiroirs ouverts avec précipitation, des fermetures de valises, des bagages traînés sur le sol. La panique avait remplacé la fête. Des pas ont résonné dans l'escalier. Quelques minutes plus tard, Trevor est descendu avec 2 sacs de voyage remplis à la hâte. Des vêtements dépassaient des ouvertures, traînant sur les marches. Jessica le suivait, tirant une valise à roulettes qui heurtait le bois de l'escalier. Son visage était marqué par les larmes et le maquillage coulé. L'assurance de la blogueuse avait fait place à l'abattement d'une occupante expulsée. Ils sont arrivés en bas. Trevor a évité mon regard. Il a fixé la porte de sortie, observant la chaussée humide. Les policiers les ont accompagnés vers la sortie, veillant à ce qu'ils n'emportent pas d'objets appartenant à la maison. Sylvia s'est levée pour les rejoindre, prenant le bras de Trevor alors qu'il sortait sous la pluie de Seattle. Je suis resté à l'intérieur, les regardant s'éloigner dans la nuit. Les portes de chêne sont restées ouvertes, laissant l'air frais dissiper l'atmosphère de la soirée. L'expulsion était terminée, mais les conséquences de leurs actes commençaient à se faire sentir. Les répercussions du vendredi soir ne se sont pas arrêtées là. Dans notre milieu, la réputation est essentielle. Un entrepreneur peut surmonter un projet difficile ou une mauvaise campagne publicitaire, mais pas une mise en cause publique pour tromperie. Les images que Jessica avait diffusées ont été largement partagées durant le week-end. Le lundi matin, la vidéo montrant mon frère recevant une ordonnance d'expulsion pendant sa présentation était connue de tous les milieux d'affaires du nord-ouest du Pacifique. Les investisseurs communiquent entre eux. Ceux qui étaient présents dans mon hall ont prévenu leurs confrères. Les espoirs de financement ont disparu immédiatement. Les partenaires financiers ont compris que Trevor avait utilisé un bien usurpé pour présenter des garanties. Ce n'était pas une simple exagération de patrimoine, c'était une tentative d'obtenir des fonds par la ruse. La réaction du milieu a été immédiate. Trevor a été écarté des réseaux d'affaires. Apex Innovation ne disposait d'aucune technologie propre et ne générait aucun revenu. L'activité reposait uniquement sur des bureaux loués, une image de marquer les démarches de Trevor. Sans capital, ses comptes professionnels se sont trouvés vides dès le mercredi. Il n'a plus pu payer l'hébergement des serveurs. Ses développeurs sous contrat, comprenant la situation, ont arrêté leur collaboration et lui ont retiré l'accès au code source. En l'espace de 7 jours, l'entreprise s'est trouvée en situation de faillite. Trevor a tenté de s'expliquer en ligne. Il a publié une longue vidéo essayant de présenter l'intervention de la police comme une simple erreur administrative sur un titre de propriété. Les retours ont été très critiques. Les internautes ont analysé les images des policiers, soulignant le décalage entre ses affirmations passées et son attitude lors de l'expulsion. La vidéo est devenue un exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans les milieux de jeunes entreprises. Ses publications en ligne avaient scellé sa situation professionnelle. L'échec de son fils exigeait un coupable. Sylvia ne pouvait pas admettre que Trevor était responsable de sa situation. Pour préserver sa vision des choses, elle s'en est prise à moi. Mon téléphone a commencé à vibrer continuellement le dimanche après-midi. L'écran montrait de nombreux messages hostiles de ma mère. Elle ne cherchait pas à discuter, elle formulait des accusations. « Tu as détruit ton frère », écrivait-elle. « Tu as organisé cette situation pour nuire à notre famille. Tu ne seras jamais pardonné d'avoir gâché son avenir. » Les messages se succédaient rapidement, pleins de reproches. Je suis resté assise à ma table, observant les notifications s'accumuler. Je n'ai pas cherché à me défendre.
Une analyste sait qu'intervenir sur des données erronées ne change pas le résultat. Elle a tenté de m'appeler depuis des numéros masqués. Quand le téléphone sonnait avec des indicatifs inconnus, je laissais l'appel aller vers la messagerie. J'ai écouté un message où Sylvia pleurait, affirmant que mon père aurait honte de mon attitude. J'ai supprimé l'enregistrement. Mon père avait rédigé son testament précisément pour éviter que Trevor n'utilise ce bien. Faire respecter le testament était la meilleure façon de respecter ses volontés. J'ai pris des captures d'écran des messages hostiles. J'ai créé un dossier à son nom pour y conserver ces éléments. Puis j'ai ouvert mes paramètres de contact. J'ai sélectionné le profil de Sylvia et je l'ai bloqué. J'ai fait de même pour Trevor et Jessica. J'ai interrompu tout contact en quelques clics. Je n'ai pas cherché à me venger. La vengeance demande du temps et de l'énergie. Je me suis simplement écarté pour laisser les conséquences se produire. Quand une situation repose uniquement sur des droits injustifiés et de fausses affirmations, l'échec survient naturellement, sans aide extérieure. Pendant que mon frère faisait face à sa situation, je me suis occupé de préserver la maison de mon père. Mitchell Lawson a contacté une entreprise de sécurité dès le samedi matin. En quelques heures, des techniciens sont intervenus sur place. Ils ont retiré les verrous que Trevor avait installés pour poser des serrures biométriques et des plaques de protection en acier. Des caméras de surveillance ont été installées le long des accès, couvrant l'ensemble de la propriété. La maison était désormais sécurisée, concrétisant les limites que je venais de fixer. Je me suis installé dans la maison durant la semaine qui a suivi. Je n'ai pas fait appel à des déménageurs ni organisé d'événements bruyants. J'ai chargé mes affaires personnelles dans ma voiture, mes vêtements, mon matériel informatique et quelques objets de valeur. J'ai franchi le portail en fer forgé et je me suis garé dans l'allée. En franchissant la porte d'entrée, j'ai ressenti un changement d'ambiance. Les odeurs de la fête s'étaient dissipées. La maison sentait le bois ciré et le papier ancien, exactement comme mon père la conservait. Je suis entré dans la pièce que Trevor et Jessica voulaient modifier. Les bibliothèques en acajou étaient en place. J'ai passé du temps à nettoyer les étagères, effaçant les traces de leur présence. J'ai replacé le fauteuil en cuir de mon père derrière le bureau. En y installant mes écrans, j'en ai fait mon espace de travail. J'ai traversé le hall d'entrée, passant la main sur la rampe en chêne. Le calme de la maison était marquant. Durant les premiers jours, l'espace important de la demeure créait un écho sous les hauts plafonds et sur les boiseries. Certains auraient trouvé ce silence impressionnant ou propice à la solitude. Je l'ai trouvé reposant. L'écho ne marquait pas l'isolement, mais une tranquillité méritée. Les exigences de Sylvia et les propos de Trevor s'étaient tus. J'avais récupéré mon bien et sécurisé mon cadre de vie contre toute intervention future. Les données confirmaient que mon espace de vie était enfin sécurisé. Cependant, malgré les nouvelles serrures activées et les contacts rompus, une certaine vigilance demeurait. L'expulsion et les mesures de sécurité étaient efficaces, mais je savais de quoi ma famille était capable dans la difficulté. Quand des personnes perdent leurs ressources et leur position sociale en même temps, leurs réactions deviennent imprévisibles. Elles voient les limites posées comme un défi à relever. J'ai reçu un signal discret du système de sécurité un jeudi soir tard. J'étais en train d'examiner un algorithme de transport dans mon bureau quand une notification est apparue sur mon écran. Une voiture sombre était garée près des grilles en fer forgé. J'ai affiché la caméra en direct depuis mon bureau sécurisé. Les phares éclairaient la chaussée humide à travers la brume de la nuit. Je me suis approché de l'écran, observant la berline. J'ai reconnu le modèle de la voiture de luxe louée par Trevor. Le dernier échange n'allait pas se faire dans un bureau ou en public. Il allait mesurer la solidité des limites que je venais d'établir. La voiture sombre attendait à l'extérieur des grilles. Les images de la caméra de sécurité étaient transmises sur mes écrans. C'était bien Trevor. Le moment de mesurer la solidité de mon installation était venu. Je n'ai pas ressenti d'accélération de mon pouls. J'ai simplement observé l'écran pour analyser ses mouvements. La pluie tombait régulièrement, éclairée par ses phares. Il a coupé le moteur. La portière s'est ouverte et mon frère est sorti sous la pluie de Seattle. Il ne ressemblait plus à l'entrepreneur sûr de lui qui s'adressait aux investisseurs. Sa veste était froissée, sa posture montrait son abattement. Il s'est dirigé vers l'interphone installé sur le pilier de pierre. Il a appuyé sur le bouton.
La sonnerie a retenti dans mon bureau. J'ai laissé sonner. Il a appuyé à nouveau, posant le front contre le boîtier métallique. J'ai activé l'interphone. Déclarez l'objet de votre présence, ai-je dit, ma voix diffusée par le haut-parleur extérieur sur un ton neutre et ferme. Trevor a eu un mouvement de recul. Alara, a-t-il dit d'une voix qui mêlait arrogance et détresse. Tu dois me laisser entrer. Nous devons parler. La banque a bloqué mes comptes. Jessica est partie chez ses parents. Je n'ai nulle part où aller. Tu me dois une explication. J'ai analysé ses propos. Il utilisait une méthode de manipulation classique, cherchant à susciter la pitié pour contourner une limite juridique. Vous vous trompez, ai-je répondu, observant son image sur mon écran. Je ne vous dois rien. La décision de justice vous interdit de vous approcher de cette propriété. Vous ne respectez pas l'ordonnance. S'il te plaît, a-t-il insisté, essuyant l'eau sur son visage. Nous sommes de la même famille. Tu ne peux pas laisser ton frère à la rue. Maman ne répond plus à mes appels parce qu'elle me tient pour responsable de la situation. Il ne me reste que toi. Je demande simplement à occuper la maison d'amis pendant quelques semaines, le temps de trouver des fonds. Vos financements n'existent pas, Trevor, ai-je rappelé, écartant toute ambiguïté. Votre entreprise est en faillite. Votre réputation professionnelle est compromise. Vous êtes responsable de votre situation en ayant tenté de vous approprier un bien qui ne vous appartient pas. Vous laisser entrer dans ce domaine présenterait un risque opérationnel important. Je vous accorde exactement 60 secondes pour rejoindre votre véhicule et partir. À défaut, je contacterai les services du shérif pour faire respecter l'interdiction de paraître. Il a regardé l'objectif de la caméra. Son attitude de détresse a disparu, laissant place à la rancœur qu'il éprouvait depuis des années. Tu es froide et calculatrice, a-t-il craché, la voix dure. Tu as tout organisé. Tu voulais ma chute. Je n'ai pas organisé votre chute, ai-je corrigé. Je me suis simplement écarté. Vos 60 secondes s'écoulent. Trevor est resté sous la pluie encore 10 secondes, observant les piliers de pierre à la recherche d'une ouverture qui n'existait pas. Comprenant que les grilles resteraient fermées, il a rejoint sa voiture. Il a démarré, fait demi-tour et est parti dans la brume. J'ai observé les phares s'éloigner jusqu'à disparaître. J'ai coupé l'interphone et je me suis remise à mon travail. L'accès était sécurisé. La situation était réglée. Cela fait maintenant 6 mois depuis ce vendredi soir. Les saisons ont changé et la pluie d'hiver a fait place au ciel dégagé de l'été de Seattle. Je travaille toujours comme analyste, identifiant les risques opérationnels et optimisant les processus pour les entreprises. Mes activités professionnelles sont inchangées, mais mon cadre de vie est transformé. Je ne me rends plus dans un bureau du centre-ville. Je réalise mes analyses depuis le bureau lumineux de la maison que mon père m'a confié. La maison présente une toute autre ambiance aujourd'hui. Durant les premières semaines, j'ai entrepris des travaux d'aménagement. L'objectif était de faire disparaître les marques du passé pour créer un espace qui me corresponde. J'ai fait retirer les lourdes draperies qui masquaient la lumière. J'ai remplacé les meubles anciens et sombres du salon par des éléments aux lignes simples et modernes. L'espace est plus clair. L'air circule librement, libéré des soucis de représentation de Sylvia ou de l'arrogance de Trevor. J'ai installé mes propres tableaux sur les murs clairs, choisissant des motifs géométriques et des paysages qui apportent un sentiment d'ordre et de calme. Les boiseries d'origine en chêne sont préservées, respectant le travail de mon père, mais la maison n'est plus le théâtre des tensions familiales. C'est un espace préservé, fondé sur le travail et le respect des limites de chacun. J'ai appliqué les mêmes méthodes que pour les réseaux de transport à ma propre vie. J'ai identifié les éléments perturbateurs, à savoir Sylvia et Trevor, et je les ai écartés. Le résultat a été bénéfique. Libéré de leurs difficultés continuelles, ma capacité de travail s'est trouvée accrue. J'ai obtenu une promotion dans mon entreprise et j'ai commencé à conseiller des clients à l'international. L'énergie que j'utilisais auparavant pour me faire discrète sert désormais à développer mes activités. Ce changement a été riche d'enseignements. Durant ces 6 mois, j'ai pu observer les comportements avec le recul nécessaire. J'ai appris que la famille ne se limite pas au lien du sang. La biologie indique simplement un point de départ. Elle ne garantit pas la loyauté, le respect ou l'affection réelle.
La véritable famille se compose de personnes qui respectent vos limites et saluent votre autonomie.